Je m'appelle Emmanuel Douzery, je suis professeur à l'université Montpellier 2. Je fais partie d'un gros laboratoire qui s'appelle l'Institut des sciences de l'évolution et qui est intéressé par tous les aspects de l'étude de l'évolution, du point de vue paléontologique ou actuel, du point de vue des populations ou du point de vue des grandes échelles de temps évolutif. Donc tout ce qui a trait à l'évolution, on étudie ça dans le laboratoire. Et moi, plus particulièrement, je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Phylogénie et évolution moléculaire, dans laquelle on retrace les relations de parenté entre organismes et on essaie de voir comment évoluent les molécules d'ADN, ARN et protéines. Alors pour que les choses soient claires, j'ai prévu une première partie, un préambule, de vous donner quelques idées sur ce que Darwin a introduit au milieu du 19e siècle chez les organismes vivants, sur les témoins de la diversité et de l'unité du monde biologique. Alors, quand on regarde le monde vivant qui nous entoure, ce qui frappe immédiatement, c'est la diversité des organismes qu'on peut retrouver. Si on s'intéresse aux animaux, on peut voir des annélides, comme le ver de terre. On sait que du point de vue paléontologique, il y a des arthropodes éteints qu'on appelait les trilobites. On peut voir nos proches parents parmi les mammifères, les chauves-souris. Mais on peut aussi voir des champignons, comestibles ou non. On peut voir des plantes à fleurs, par exemple. J'en ai mis spécialement pour Purie, pour pas qu'elle soit vexée. On peut trouver des protistes, des parasites comme Giardia, des ciliés comme Tetrahymena. Et puis on peut voir ce qu'on appelle des prokaryotes au sens large, avec des archées ou des bactéries. Et donc, quand on voit toute cette incroyable diversité de formes, la question qui se pose depuis longtemps en biologie, c'est comment expliquer toute cette diversité d'êtres vivants. Et en fait, dès qu'on fait un petit peu de biologie, on se rend compte que derrière cette diversité se cache aussi une unité, parce que tous ces êtres vivants sont faits de cellules, utilisent des molécules qui sont celles dont on va vous parler dans d'autres cours, des molécules qui sont apparues à l'origine de la vie, donc acides nucléiques, des enzymes protéiques, des ribosymes, etc. Donc il y a aussi une unité du vivant. Et donc, comme je vous le disais, depuis Darwin était le premier à faire l'hypothèse qu'une façon relativement simple d'expliquer cette diversité, c'était d'imaginer des ancêtres communs qui ont divergé les uns des autres, donc matérialisés par ces longueurs de branches. Plus une branche est longue, plus l'organisme a changé. Et à force de diverger et d'attendre suffisamment longtemps, eh bien, en partant de quelqu'un qui s'appelle Lucas, puis avant Lucas, des formes dont vous entendrez parler aussi dans d'autres cours de cette semaine, eh bien, si on attend suffisamment longtemps, ce longtemps se comptant en milliards d'années, on peut arriver à avoir des choses aussi différentes qu'un ver de terre, une chauve-souris ou une diplomonadine comme Giardia. Donc, ce qu'on voit qui est important dans cette histoire-là, c'est donc d'attendre suffisamment longtemps et puis de se rendre compte qu'il n'y a aucune espèce actuelle qui est descendante d'aucune autre espèce actuelle. Elles partagent tous un patrimoine commun, des ancêtres communs qui ont vécu il y a 1 million d'années, il y a 1 milliard d'années, et le temps est important dans l'affaire. Plus on attend, plus on a des chances que les divergences morphologiques, cytologiques se mettent en place et nous donnent toute cette diversité d'organismes. À noter que dans cette grande histoire du vivant, il peut y avoir aussi des extinctions. Je vous ai mis ici un taxon éteint, et au niveau des chiffres, les paléontologues pensent que pour une espèce vivante actuellement, 999 sont éteintes. Alors c'est des estimations à la louche, forcément, mais ça dit quand même bien que comme on n'est pas sûr du nombre d'espèces qui existent actuellement sur Terre, les gens disent entre 2 millions et 20 millions d'espèces, ce qui est toujours assez ironique, parce qu'au moment où on est capable de faire rouler des engins sur d'autres planètes, on ne sait pas combien il y a d'espèces biologiques autour de nous à un facteur 10 près. C'est quand même assez étonnant. Et si on dit qu'il y a 2 à 20 millions d'espèces vivantes, eh bien, au vu des estimations paléontologiques, ça veut dire que 1 pour 1000, ça veut dire qu'en fait, il y a vécu depuis que la vie existe sur Terre de 2 à 20 milliards d'espèces. Donc ça nous montre l'incroyable foisonnement du vivant sur la Terre. Un incroyable foisonnement qui est aussi caractérisé donc par des extinctions importantes.
Alors, ces êtres vivants, si on veut donc étudier leur descendance avec modification, puisque donc Darwin a été le premier à poser ce concept d'ancêtre commun qui va évoluer suffisamment longtemps pour donner des organismes de plus en plus différents, donc des organismes qui admettent une descendance, et puis il y a des modifications, sinon on serait tous identiques au Lucas de départ. Eh bien, pour étudier ces organismes, il nous faut des caractères. Les caractères, ça va être un peu les témoins de l'évolution. Donc très brièvement, des choses que vous savez tous, hein, en biologie, il y a différents niveaux de perception des caractères. Il y a le niveau morphologique, il y a le niveau, quand on accède à l'organisation interne des organismes, le niveau anatomique. L'anatomie montre qu'on a des appareils qui sont faits d'organes, ces organes sont faits de tissus, donc on peut accéder au niveau histologique. Comme les organismes que l'on compare, comme je vous l'ai dit au départ, sont extrêmement différents les uns des autres, ça peut être pratique de revenir très tôt lors du développement embryonnaire pour qu'ils aient le moins de différences possible. Donc l'étude du développement embryonnaire va être extrêmement importante et a permis de me poser des divisions classiques dans la systématique des organismes. On peut étudier aussi les cellules, par force pour certains groupes, puisque certains groupes ne sont faits que d'une seule cellule. Et puis, quand on a fait le tour de ces caractères-là, qui ne sont pas énormes en nombre, quand vous comparez des choses aussi différentes qu'une plante à fleurs ou qu'un homme, eh bien, le nombre de caractères communs, il n'y en a pas beaucoup, et ce qui va sauter aux yeux, ce sont toutes les différences. Donc on a l'habitude de passer au niveau qui est un petit peu plus difficilement perceptible au premier abord, qui demande des moyens d'investigation plus modernes, qui vont de la microscopie à l'analyse des molécules. Et en faisant ça, eh bien, vous avez accès à des caractères que vous observez sur les chromosomes, qui sont donc des corps colorables. Vous avez accès à toute la machinerie métabolique de la cellule, donc avec l'identification des voies métaboliques, des enzymes responsables. Et puis, le niveau le plus fin auquel on peut descendre, c'est le patrimoine génétique. Donc on en arrive aux chroniques ADN dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis à l'heure actuelle, c'est même tellement facile de séquencer de l'ADN que beaucoup d'équipes se sont lancées dans des programmes de séquençage des génomes complets, c'est-à-dire qu'on sait trouver, quand il y a des chromosomes identifiés, quel gène se situe à quel endroit sur le chromosome. Et donc c'est une information qui devient de plus en plus dominante dans la biologie d'aujourd'hui. Donc cette explosion des caractères ADN, elle entraîne une question immédiate, c'est est-ce qu'ils sont meilleurs ou moins bons que les autres ? Alors c'est une très mauvaise, ça c'est quelque chose que vous pourrez entendre éventuellement, mais c'est une très mauvaise façon de formuler les choses, pour une simple et bonne raison, que tous ces caractères sont des témoins de l'évolution telle qu'elle s'est déroulée. La seule chose, c'est que les caractères moléculaires, on les obtient en un nombre beaucoup plus important que les autres. En effet, si vous prenez l'exemple de l'homme, qui est un mammifère comme les autres, quelque part, le génome humain fait 3 milliards de paires de bases. Une fois que vous avez enlevé dans des comparaisons avec d'autres organismes tout ce que vous ne pouvez pas comparer, parce que c'est de l'ADN qui évolue trop vite, c'est de l'ADN répété qui n'a pas énormément d'informations. Il vous reste quand même une information moléculaire qui est tellement importante qu'elle surpasse tout ce que vous pouvez observer au niveau morphologique, anatomique, embryologique, etc. Donc autrement dit, quand vous menez une enquête, que vous soyez policier, que vous soyez journaliste ou vous soyez biologiste, quand on mène une enquête, en fait, on aime bien s'intéresser au maximum de témoins possibles, et avec le plus de témoins possible, c'est aussi là qu'on a le plus de chances de reconstruire l'histoire évolutive telle qu'elle s'est déroulée. Donc c'est pour ça que les caractères moléculaires sont accessibles en grand nombre grâce au progrès des techniques de séquençage et de ce qu'on appelle la génomique comparative, c'est-à-dire le fait de comparer des génomes entiers d'espèces. Et ça nous a éclairé ces dernières années et ça va, dans les années qui viennent, très probablement continuer à énormément nous éclairer sur l'évolution des organismes. Alors pour être bien certain que tout le monde réalise dans la salle ce que c'est qu'un caractère moléculaire, un petit clin d'œil. Là j'ai pris une protéine qui s'appelle la protéine SMEC1, peu importe quelle est cette protéine, mais en tout cas c'est une protéine qui est très conservée chez les mammifères. Et je vous ai mis un certain nombre de mammifères ici, un mammifère qui pond des œufs comme l'ornithorynque, un mammifère marsupial comme le kangourou, l'homme si vous cherchez bien, nous sommes ici, vous pouvez trouver par exemple le rat, la souris, et puis vous pouvez trouver par exemple le chien et le chat, etc. Et ce que je vous ai mis là, c'est un morceau de la protéine en question, et comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement conservée au sein des mammifères. Les mammifères, pour vous donner un ordre d'idée, les mammifères placentaires, c'est de 80 à 100 millions d'années de divergence, et puis si on inclut les marsupiaux et les monotrèmes, c'est probablement au moins 150 millions d'années de divergence. Donc ça veut dire que cette protéine, en 150 millions d'années d'évolution, vous voyez qu'elle a très peu changé chez nous et chez nos proches parents.
Et puis vous regardez une position qui est la position 200 et quelques dans l'alignement de ces séquences, donc dans la comparaison de la même région de la protéine chez tous ces organismes. Et au site qui est en question, ici, vous voyez qu'il y a une sérine chez le monotrème et chez les marsupiaux, tandis qu'il y a une alanine chez tous les mammifères placentaires, sauf le rat et la souris. Donc, quelque part, quand on dit qu'on est un mammifère placentaire, ça veut dire que le développement embryonnaire se fait dans le ventre de la mère via un placenta, ça c'est la définition des placentaires, mais vous voyez qu'aussi, une autre définition des placentaires, c'est que ce sont des animaux, des mammifères qui ont une alanine au site 229 de la protéine SMEC1. Bon, c'est un petit peu moins poétique que de dire placenta, c'est un petit peu moins concret au premier abord, mais c'est tout à fait le genre de caractère moléculaire qu'on a l'habitude de manipuler actuellement et dont je vous ai dit qu'ils ont pris une part prédominante en biologie. Et puis vous voyez en plus qu'il y en a deux qui ne font rien comme les autres, le rat et la souris, ce qu'on appelle des murinés. Le rat et la souris, parmi tous ces mammifères placentaires qui avaient une adénine, eux, ils ont fait de nouveau un changement au cours de l'évolution à cette position-là, et ils ont une tréonine au même site 229. Donc vous pouvez dire que les murinés, le rat et la souris, vous savez très bien reconnaître par ailleurs quand vous les voyez courir dans une pièce, eh bien ce sont des mammifères caractérisés par ce changement d'acide aminé. Donc vous voyez un petit peu que les caractères moléculaires, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que les protéines ou les gènes correspondants sont longs. Chez les mammifères, les gènes, on considère qu'il y en a peut-être à peu près 25 000. Il y en a moins chez les bactéries, il y en a peut-être plus chez certaines plantes à fleurs, mais vous voyez que ça fait un réservoir d'informations qui est absolument colossal. Donc vous aurez tous compris que les caractères, ce sont des témoins irremplaçables qui nous soulignent à la fois la diversité du monde biologique, mais qui soulignent aussi l'unité, et que l'utilisation de ces caractères va nous permettre un petit peu de comprendre cette descendance avec modification qui se déroule depuis que le processus de la vie a été enclenché sur Terre. Alors pour comprendre un petit peu comment cette descendance avec modification a pu se propager depuis les origines de la vie, il faut admettre qu'on a une transmission essentiellement verticale du matériel génétique, donc c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Donc pourquoi cette diversité, cette unité du monde vivant se propage depuis des milliards d'années? C'est parce que le matériel génétique est transmis de génération en génération. Alors comment est-il transmis? Ici, je vous ai fait un petit schéma dans lequel j'ai numéroté un certain nombre de générations en remontant le temps, la 9e, la 8e, la 7e, jusqu'à une génération actuelle, la numéro 1. Chacun des petits rectangles ici, vous imaginez que c'est un individu avec deux cercles. Les deux cercles symbolisent le patrimoine génétique hérité du père et de la mère. Vous savez que chez des organismes comme nous, on se reproduit par croisement mâle-femelle et chacun des deux parents donne un exemplaire de son patrimoine génétique aux descendants. Donc ils sont représentés par les petits ronds blancs. Et ce qui est important de voir, c'est qu'à chaque génération, les individus de la population vont se croiser et donner à leur tour des descendants. Et en donnant des descendants, ça veut dire que certains exemplaires du patrimoine génétique, certaines séquences d'ADN en d'autres termes, vont être transmises à la génération suivante. Donc c'est les petites lignes jaunes que vous voyez se déployer ici de génération en génération. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les zones dans lesquelles j'ai mis une petite étoile verte ici. Ces zones-là, c'est un moment où un parent va donner naissance à plus de 2 enfants, à au moins 2 enfants. Ce qui veut dire que son patrimoine génétique va être transmis à 2 descendants. Donc vous le voyez ici, vous le voyez à plusieurs endroits. Et par exemple, ici, ça montre que vous avez dans l'histoire de cette séquence d'ADN, donc dans ce patrimoine génétique, vous voyez qu'il y a une histoire arborescente qui se dessine. Vous avez une histoire arborescente de génération en génération qui se dessine. Et si j'en prends une de ces histoires, en la grossissant, vous voyez qu'on peut partir d'une séquence du patrimoine génétique ancestral, une séquence d'ADN, par exemple une séquence X, vous imaginez, pour la simplifier, j'ai fait très courte, qu'elle est faite de 5 adénines. Eh bien, ces 5 adénines vont être transmises à 2 descendants de la génération 9 à la génération 8, et ainsi de suite. Puis vous voyez qu'ici, à la génération 5, il y a un parent qui va donner 2 enfants auxquels il va transmettre cette copie. Et ainsi de suite. Et vous voyez donc cette structure arborescente qui se dessine tout au long de l'évolution de mes espèces. Donc cette structure arborescente est ce qu'on appelle une structure phylogénétique. Ce qu'on appelle la phylogénie, c'est en quelque sorte la généalogie des espèces, et qui nous montre que de génération en génération, il y a réplication du matériel génétique, c'est-à-dire que le matériel génétique est recopié, et transmission à la génération suivante. OK ?
Donc quand on voit ça, la première chose que l'on constate, c'est que si le matériel génétique est transmis à l'identique de génération en génération, vous voyez qu'il y a cette structure arborescente qui va se dérouler. Et puis ce qui se passe, c'est que de temps en temps, il y a des événements particuliers. Ces événements particuliers, vous savez, dans la vie courante, on appelle ça loin des yeux, loin du cœur. Vous restez longtemps sans rencontrer quelqu'un, puis quand vous le revoyez, ça fait tellement longtemps que vous n'êtes pas parlé ou pas vu, vous ne savez pas trop quoi vous raconter. Au niveau biologique, c'est pareil. Des populations qui vont arrêter de se reproduire, de se croiser entre elles, elles vont diverger petit à petit l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'événement de spéciation. Alors dans notre esprit, c'est facile d'imaginer que ça s'est passé de manière ponctuelle, c'est-à-dire qu'une espèce, on en a donné deux dans un laps de temps qui est très court. Dans la vie de tous les jours, ça prend en quelque sorte un certain nombre de générations, ça se fait pas instantanément. Donc vous voyez ici qu'il y a eu plusieurs générations pendant lesquelles les deux espèces partageaient les deux futures espèces partageaient le même patrimoine génétique et qu'elles ont fini par diverger l'une de l'autre. Donc les événements de spéciation, c'est un peu ça qui va générer la diversité des espèces qu'on voit actuellement sur Terre, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité que certaines de ces espèces puissent s'éteindre. Autre chose importante, c'est que dans cette structure arborescente de l'évolution du matériel génétique, il y a ce qu'on appelle des mutations, c'est-à-dire des changements qui vont se superposer à toute cette histoire. Ces changements, ils ont lieu quand la réplication n'est pas parfaite. Les enzymes ADN polymérase qui recopient l'ADN, de temps en temps, elles font des erreurs, et ces erreurs sont transmises. Par exemple, ici, je vous ai montré une mutation au site 2 de ma séquence, donc il y a une adénine qui va se transformer en guanine. Ce qui fait que les séquences descendantes, par rapport aux 5A de départ, elles vont être A, G, 3A. C'est ce qu'on va appeler la séquence, par exemple, Y. Puis de l'autre côté, ici, de mon histoire évolutive, vous voyez qu'à la génération numéro 4, vous avez une mutation de A en C au site numéro 5. Vous n'avez pas de raison que ce soit le même site qui soit forcément affecté par une mutation dans les deux branches de mon histoire évolutive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le biologiste, en 2014, il va séquencer une séquence Z et il va observer 4A suivi d'un C. Donc toute l'idée d'étudier un petit peu les séquences d'ADN, c'est sachant ces séquences, en les comparant, est-ce qu'on est capable de retracer l'histoire évolutive telle qu'elle s'est déroulée, et puis est-ce qu'on est capable d'expliquer pourquoi il y a eu des mutations, à quel endroit dans le génome, et puis pourquoi il y a eu des spéciations. Donc ça, c'est un petit peu les enjeux qu'implique la transmission verticale de l'information génétique. Cette transmission verticale fait qu'on a une hérédité qui se propage au cours de l'évolution, avec des divergences lors des événements de spéciation. Alors de temps en temps, il y a des groupes chez lesquels des échanges de patrimoine génétique ne suivent pas cette voie verticale. Verticale, on dit verticale parce que ça se déroule dans le temps, comme ça, ici de bas vers le haut. De temps en temps, vous avez du matériel génétique qui peut sauter, entre guillemets, d'une espèce à l'autre, même des espèces assez éloignées. C'est ce qu'on appelle le transfert horizontal ou transfert latéral. Et ça, c'est un phénomène qui est a priori assez rare chez des animaux comme nous, les mammifères. C'est un phénomène qui est extrêmement fréquent chez les micro-organismes comme les bactéries. Alors, j'essaie de faire le bilan là, de ce petit préambule. Pour éviter de mettre toujours une évolution qui se déroule de bas en haut, je vous mets une évolution ici qui se déroule de haut en bas pour varier un peu les plaisirs. Tout ça, c'est complètement conventionnel, la manière dont on dispose les choses. Et dans cette évolution, donc, on part de matériel génétique qui, pendant un certain temps géologique, va évoluer avec réplication et transmission de génération en génération, comme je vous l'ai montré, et de temps en temps, des événements de divergence ou de spéciation qui vont séparer des entités qu'on appelle les espèces. Et bien, ce qu'il faut voir, c'est que donc, cet ADN qui évolue, donc cet ADN qui évolue, c'est ce qu'on appelle le patrimoine génétique ou le génome des espèces. Ben, ces génomes vont être des témoins évolutifs, des témoins dans lesquels des changements de caractère, par exemple des mutations, vont s'accumuler et vont pouvoir nous renseigner éventuellement sur l'histoire évolutive telle qu'elle s'est déroulée pendant un certain nombre de millions ou de milliards d'années. Cette histoire évolutive qui se déroule, comme je vous l'ai dit précédemment, elle conduit à la diversification des espèces. Alors en biologie, on emploie souvent le terme de taxon. Taxon, c'est un ensemble d'organismes qu'on prend à un niveau taxonomique donné, donc ça peut être des espèces, des genres, des familles, des classes.
Quelque part, c'est assez arbitraire, cette distinction-là, parce que tout ce qui est au-dessus de l'espèce, c'est quelque chose qu'on définit de manière un petit peu, oui, arbitraire. Donc peu importe, si on attend suffisamment longtemps, on a des diversifications de taxons, et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la nature, vous pouvez aussi bien croiser, en sortant à l'extérieur, une chauve-souris, que croiser des cyanobactéries. Donc vous avez ici des diversités de modes de vie extrêmement différents, entre des organismes originaux comme les cyanobactéries, qui sont autotrophes à la fois pour le carbone et pour l'azote, et puis des chauves-souris, qui sont des mammifères, qui ont réussi à conquérir le milieu aérien. Donc ça nous fait des grandes diversités de ce qu'on appelle des traits d'histoire de vie, c'est-à-dire les caractéristiques qui sont représentatives des organismes. Et puis ce qu'il faut remarquer, c'est que donc, si vous attendez suffisamment longtemps, les organismes divergent les uns par rapport aux autres et petit à petit ils acquièrent des traits d'histoire de vie, c'est-à-dire des caractéristiques qui vont être aussi différentes les unes des autres. Ces caractéristiques, on va voir dans la suite de la présentation que notamment elles affectent deux paramètres importants qui sont la taille des populations et le temps de génération. Alors le temps de génération, c'est facile à comprendre. Le temps de génération, c'est combien il nous faut de temps pour passer d'un individu à un individu en âge de se reproduire à la génération suivante. Alors par exemple, prenez une chauve-souris. Une chauve-souris, le temps de génération, on va se compter en années. On a même des chauves-souris qui vivent longtemps, qui vivent 10, 20, 30 ans pour certaines. Donc ça veut dire qu'en un siècle de temps géologique, il ne va pas y avoir beaucoup de générations de chauves-souris. En revanche, des cyanobactéries, elles vont se diviser fréquemment et vous allez avoir beaucoup plus de générations de cyanobactéries. Donc on comprend par là que les probabilités de mutation dont je vous ai parlé tout à l'heure, les probabilités de mutation qui apparaissent quand on réplique l'ADN, elles seront beaucoup plus élevées dans les espèces qui ont un temps de génération court comparé à des espèces qui ont un temps de génération long. Par ailleurs, ça joue aussi au niveau de la taille des populations. Des individus de petite taille vont avoir des tailles de population en général plus grandes que des individus de grande taille. Donc un certain nombre de caractéristiques des traits d'histoire de vie font que quand vous attendez suffisamment longtemps au cours de l'évolution, vous avez apparition de taxons qui partagent des traits d'histoire de vie qui peuvent être extrêmement contrastés. Et pour boucler la boucle, il faut voir que ces traits d'histoire de vie, comme je vous l'ai dit tout de suite, vont influencer sur les forces évolutives qui façonnent les génomes eux-mêmes. La plus simple à comprendre, je vous l'ai cité, c'est le temps de génération. Plus le temps de génération est court, plus vous avez des risques d'avoir des mutations pour une période de temps donnée. Et donc, les espèces à génération courte vont diverger les unes des autres plus rapidement que les espèces qui ont un temps de génération long. Et ça va se voir forcément quand vous allez étudier l'ADN ou le génome de ces espèces. Donc le bilan, c'est quand on étudie l'évolution des organismes, on distingue classiquement deux champs d'investigation. Le premier de ces champs d'investigation, c'est le domaine de ce qu'on appelle la microévolution. La microévolution, on dit micro parce qu'on va s'intéresser à des laps de temps extrêmement courts, des laps de temps tellement courts que c'est celui de la génération ou de quelques générations. Et ces laps de temps courts vont être les laps de temps pendant lesquels les mécanismes qui font changer les espèces vont être à l'œuvre. Donc ces mécanismes sont quoi ? C'est tout ce qui fait changer le patrimoine génétique, la mutation. C'est tout ce qui fait que les mutations vont avoir leurs fréquences qui vont changer au cours du temps, ça on va en reparler par la suite. Donc c'est le phénomène de sélection naturelle, dont vous avez forcément entendu parler. La migration peut venir jouer un rôle aussi, c'est-à-dire quand vous imaginez deux populations distantes l'une de l'autre, si vous avez un individu génétiquement différent qui migre d'une population à l'autre, elle va changer un petit peu le patrimoine génétique dans la population d'arrivée. Et puis il y a des phénomènes un petit peu plus étonnants, des phénomènes aléatoires qu'on appelle la dérive génétique, et puis des phénomènes dont on parle un petit peu moins souvent au niveau des génomes, qu'on appelle la recombinaison. Ça, je vous en dirai un petit mot un petit peu plus loin. Et ces 5 forces évolutives majeures, elles agissent de concert pour façonner les génomes, surtout si on attend, je dirais, suffisamment longtemps, si le temps évolutif est suffisamment long. Donc ça, c'est ce qu'étudie la microévolution. Donc, quels sont les mécanismes par lesquels l'évolution biologique a lieu. Puis une autre partie qui est, je dirais, par l'autre bout de la lorgnette, je regarde Hervé Martin, qui concerne plus des échelles de temps qui sont tellement importantes que là, les changements qu'on voit au niveau du matériel biologique sont énormes. Et ces changements évolutifs sont de l'ordre de ce qu'on appelle la macroévolution. C'est-à-dire que cette fois-ci, les pas de temps ne vont pas être de la génération, de la dizaine de générations, ça va être des millions, voire des milliards d'années. Milliards d'années au cours desquelles l'évolution biologique va avoir un certain déroulement. C'est-à-dire des espèces vont donner naissance à d'autres espèces et il va exister des relations
relation de parenté entre ces espèces. Donc quand on étudie la macroévolution, on essaie de retracer l'arbre évolutif des espèces, et ça on le fait de plus en plus à l'heure actuelle en s'appuyant sur la phylogénie des gènes sous-jacents. Donc autrement dit, l'espèce X qui a donné naissance ici à Y et Z, eh bien cet arbre des espèces, on va le reconstruire en essayant d'étudier l'histoire évolutive ou l'histoire phylogénétique des séquences ou du patrimoine génétique qui constituent ces espèces. Donc maintenant que j'ai dit ça, eh bien, ça me donne le plan pour la suite de la présentation. Ça vous montre que d'une part, il faut qu'on se place au niveau microévolutif pour voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de ces mécanismes qui font avancer, je dirais, l'évolution biologique. Et puis après, on prendra un petit peu de recul en disant qu'est-ce qu'on a comme outil pour reconstruire l'histoire évolutive telle qu'elle s'est déroulée. Donc j'entame une des deux grosses parties dont je voudrais vous parler ce matin, donc grand 2, la partie microévolutive, donc la partie ayant trait à ce qu'on appelle les mécanismes de l'évolution. Donc grand 2, les mécanismes de l'évolution, et les mécanismes de l'évolution, ils sont étudiés par une discipline en biologie qu'on appelle la génétique des populations. Donc tout le monde connaît le terme de génétique. Selon votre origine et votre cursus, certains d'entre vous, en revanche, sont peut-être un petit peu moins familiers avec le côté population. Donc c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Et pour parler de génétique des populations, il y a quelques termes qui sont couramment employés, dont les agrégatifs de la salle, ces termes, vous les connaissez, c'est évident pour vous. Peut-être qu'il y a certains doctorants qui ne font pas de biologie ou qui n'en ont pas fait depuis longtemps, les termes sont un petit peu moins évidents, donc je vais rappeler quelques définitions brièvement pour pas se mélanger les pinceaux. Donc ces définitions concernent tout ce qui va du gène jusqu'à ce qu'on appelle le phénotype. Donc pour rappel, vous prenez une cellule animale typique comme une de nos cellules de mammifères. Donc dans une cellule animale typique, vous avez deux génomes qui sont présents, le génome du noyau qu'on appelle le génome nucléaire, dont je vous disais que chez l'homme, il fait à peu près 3 milliards de paires de bases. Et puis vous avez des organites semi-autonomes spécialisés dans la respiration cellulaire, qu'on appelle les mitochondries, qui contiennent un petit génome, qui lui fait à peu près 16 000 paires de bases. Donc vous voyez que c'est un génome qui est beaucoup plus petit. Chez pas mal d'organismes aussi, comme les plantes par exemple, ou certains protistes, vous pouvez trouver un organite supplémentaire qu'on appelle le plaste, avec le chloroplaste par exemple, qui est spécialisé au niveau de la photosynthèse. Et donc tout ce qu'on appelle génome, eh bien, c'est l'ensemble du patrimoine génétique intégral que vous trouvez chez un organisme. Donc ce patrimoine génétique, il peut être mitochondrial, localisé dans les mitochondries, il peut être nucléaire, il peut être aussi plastidial quand vous avez un organisme qui possède des plastes. Dans un génome, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des séquences d'ADN qu'on appelle les gènes. Un gène, c'est une séquence d'ADN qui est impliquée dans la réalisation d'une fonction. Par exemple, produire une protéine structurale comme la kératine, produire une enzyme qui va permettre de cataboliser des réactions chimiques comme une ADN polymérase par exemple. Puis ça peut être aussi des protéines qui vont avoir un rôle régulateur dans l'expression génétique. Ce gène, il a comme caractéristique d'être un peu l'unité de base dont on parle dans la discipline qu'on appelle la génétique. Et cette unité de base, comme je vous l'ai montré dans la diapositive précédente, elle est transmissible de génération en génération. Alors le gène, c'est facile à dire, pour moi c'est facile de prononcer le mot gène. Le délimiter dans un génome, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile, parce qu'un gène, c'est à la fois de l'information génétique, et puis c'est à la fois ce qui permet d'exprimer le gène au bon endroit dans les tissus, et au bon moment, par exemple lors du développement embryonnaire. Donc la régulation du gène fait partie intégrante du gène lui-même, et tout ce qui est régulation peut faire appel à des séquences d'ADN qui des fois sont très éloignées du gène lui-même. Donc les frontières du gène, c'est pas si facile que ça à définir. Puis le gène, quelque part, c'est un petit peu abstrait parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un gène. En fait, un gène, on le connaît au travers de la séquence d'ADN qu'il prend chez les différents individus de la population qu'on étudie. Autrement dit, un gène n'existe qu'au travers de ce qu'on appelle les allèles, c'est-à-dire les différentes versions sous lesquelles il existe dans l'espèce que vous regardez. Donc en fait, vous remarquerez qu'en pratique, on ne manipule jamais un gène, on manipule toujours la collection de formes sous lesquelles ce gène existe et qu'on appelle les formes allèles.
Donc, par exemple, chez nous, qui sommes des organismes diploïdes, c'est-à-dire avec une copie paternelle et maternelle du patrimoine génétique, eh bien, un gène peut présenter le même allèle, c'est-à-dire qu'il y avait la même séquence héritée du père et de la mère, ce qu'on appelle un individu qui va être homozygote. Et puis, si les deux copies sont différentes, c'est ce qu'on appelle un individu qui va être hétérozygote. Il va y avoir deux copies du gène chez le même individu. Et puis, si vous multipliez ça par tous les individus qu'il y a dans la population, eh bien, vous avez une idée un petit peu d'un échantillonnage de la diversité génétique du gène. Mais vous voyez qu'on ne connaît toujours pas le gène en tant que tel, on connaît que les différentes formes sous lesquelles il existe. Alors vous vous méfiez parce que dans la littérature, les gens parlent souvent de flux de gènes. Flux de gènes, c'est un terme qui vient de l'anglais, qui est directement dérivé de l'anglais, et quel terme par lequel on désigne un transfert d'informations. Sauf que le terme flux de gènes, il peut avoir deux sens différents. On parle souvent de flux de gènes quand on regarde la reproduction des organismes de génération en génération. Et en général, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des allèles qui sont transmis. Tandis que quand on prend des bactéries qui vont échanger de manière horizontale du matériel génétique, là pour le coup ce sont vraiment des gènes indépendants qui peuvent être transférés d'un organisme à un autre. Donc faites attention à l'emploi des termes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en général qui utilisent le terme de gène alors qu'ils pensent au terme d'allèle. Puis dernière petite chose, c'est qu'il faut voir si on essaie de se raccorder quand même à des choses qui sont facilement imaginables, c'est-à-dire la séquence de notre génome. La séquence de notre génome qui va être un enchaînement de nucléotides le long de chacun de nos chromosomes. Eh bien, je prends l'exemple du chromosome X humain, qui est un gros chromosome, qui fait à peu près plus de 150 millions de paires de bases, ce qu'on appelle 150 mégabases ou 150 000 kilobases. Donc sur ce gros chromosome X humain, vous pouvez le colorer, donc il y a des bandes qui apparaissent sur ce chromosome. Il y a un point central qui connecte les deux bras chromosomiques qu'on appelle le centromère. Et puis vous voyez que par exemple, dans une des zones de coloration, ici la zone Q12, eh bien, vous trouvez un emplacement physique qu'on appelle le locus et qui est l'endroit que le gène occupe sur le chromosome. Donc ici, je vous ai grossi la zone en question pour vous montrer l'exemple d'un gène qui s'appelle le gène AR. Eh bien, ce gène AR, il occupe une certaine place sur le chromosome. Je vous ai donné ici les coordonnées absolues sur les chromosomes. Et ce gène est fait de quoi ? Il est fait d'une suite de séquences codantes qu'on appelle les exons, qui sont interrompues, comme chez la majorité des eucaryotes, par des séquences non codantes qu'on appelle les introns et qui sont éliminées lors de l'étape de maturation des ARN messagers. Donc quand on parle de locus, en fait, on se réfère à l'emplacement physique occupé par les allèles sur les chromosomes. Donc quand on dit qu'un génome est séquencé, en fait, il faut bien voir que si on veut qu'il soit exploitable, il faut que la séquence d'ADN complète de ce génome ait été déterminée, et il faut que le génome ait été annoté, c'est-à-dire la notation, ça consiste à dire quelle région du génome correspond à quel gène, et éventuellement, si c'est possible, raccorder ça au chromosome correspondant. Et ça, mine de rien, c'est beaucoup de travail. Donc, je vous ai parlé des gènes, des allèles et des locus, donc des emplacements physiques sur les chromosomes. Donc, ce qu'on fait beaucoup en biologie actuelle pour comprendre l'évolution des molécules et l'évolution des organismes, c'est comparer la même séquence d'ADN chez des organismes différents. Donc, c'est ce qu'on appelle la génomique comparative. Donc, on compare la même séquence chez différentes espèces, c'est ce qu'on appelle des séquences homologues. Quand on emploie le terme de séquence homologue, on fait l'hypothèse que ces séquences sont héritées d'une même séquence ancestrale commune, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et que cette séquence ancestrale commune a petit à petit divergé au cours du temps. Donc ici, je vous montre la séquence du gène AR sous la forme de ce qu'on appelle un alignement de séquences, c'est-à-dire la comparaison de ces séquences homologues chez différentes espèces. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'au niveau de la séquence d'ADN, il y a beaucoup de variations nucléotidiques qui traduisent ni plus ni moins que toutes les mutations qui sont accumulées au cours de l'évolution et dont on observe le résultat actuellement, c'est-à-dire des mutations que la sélection naturelle n'a pas éliminées, sinon on ne les verrait pas. Alors, vous savez que les gènes sont organisés en codons, donc j'aime bien cette représentation-là, dans laquelle, en fait, ce qui est coloré, c'est pas chacune des positions dans l'alignement de séquence, mais ce qui est coloré, c'est chacun des codons dans la séquence codante. Donc, vous avez des triplets de nucléotides qui vont coder pour les différents acides aminés. Et donc, vous voyez que cette organisation en codon est très claire, parce que quand vous avez une insertion de nucléotides, elle est multiple de 3, ici, ou quand vous avez des délétions de nucléotides, vous voyez qu'à chaque fois, c'est multiple de 3.
c'est-à-dire que ce qui apparaît ou disparaît au cours de l'évolution, quand ce n'est pas d'un remplacement de nucléotide par un autre, c'est un codon en entier qui peut apparaître ou qui peut disparaître. Ce qui fait qu'au niveau acide aminé, si vous traduisez cette séquence d'ADN en séquence d'acide aminé, vous avez des protéines qui vont être plus ou moins longues selon les espèces correspondantes. Et l'autre chose qui saute aux yeux, c'est que malgré un certain nombre de différences nucléotidiques dans l'alignement, ce qui est surtout visible dans la représentation du haut, ou ce qui a été coloré chez chacune des positions de l'alignement, vous voyez que malgré un certain nombre de différences nucléotidiques entre les différentes espèces, eh bien, la séquence d'acides aminés est, je dirais, relativement conservée. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, hein. Ça matérialise ce qu'on appelle la redondance du code génétique. Le code génétique universel est fait de telle manière que différents codons peuvent spécifier le même acide aminé. Et ces différences sont souvent localisées à la troisième position du codon. Donc ça fait qu'on a au cours de l'évolution des molécules, l'évolution de l'ADN, beaucoup de changements qu'on appelle synonymes, c'est-à-dire des changements qui n'entraînent pas un changement d'acide aminé. Donc ces changements synonymes, ils sont fréquents au cours de l'évolution, comme on va le revoir, parce qu'ils sont ce qu'on appelle neutres. Neutres, ça veut dire qu'ils ne vont pas modifier le fonctionnement de la protéine résultante, donc ils peuvent s'accumuler sans trop de problèmes au cours de l'évolution. Et ces changements synonymes s'opposent à des changements qu'on qualifie de non synonymes. Ces changements non synonymes, ce sont des changements dans la séquence d'ADN qui vont entraîner un changement d'acide aminé. Alors là, changer un acide aminé, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, parce que vous avez une protéine qui marche bien, hein, par exemple, si c'est une enzyme, elle réalise son activité catalytique, eh bien, on ne peut pas changer n'importe quel acide aminé en n'importe quel autre. Dans une zone hydrophobe de la protéine, il faut des changements d'acide aminé qui maintiennent cette hydrophobie. Dans d'autres régions, ça va être des régions hydrophiles ou des régions pour lesquelles il y a une certaine structure tridimensionnelle à respecter. Donc tous les changements d'acide aminé ne sont pas possibles. Et donc quand vous en avez un qui a lieu, un changement non synonyme, ça entraîne un changement d'acide aminé, mais qui sera éliminé ou pas lors de l'évolution des organismes par ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et ça, je vais en reparler juste après. Donc je termine mes définitions en rappelant qu'on appelle génotype un ensemble de gènes. Quand vous considérez un individu donné, vous pouvez parler de son génotype, donc c'est l'ensemble des gènes de l'organisme. Et le terme de génotype, quelque part, il renvoie à la constitution génétique qu'a l'organisme que vous êtes en train d'étudier. Le terme de génotype, il appelle souvent un autre terme qu'on appelle le phénotype. Phénotype, ça vient du grec phaino. Phaino, ça veut dire apparaître. Donc c'est ce qui est l'apparence que l'organisme que vous observez a aux yeux du biologiste. Donc cette apparence, en fait, elle revêt l'ensemble des caractéristiques ou des caractères que vous pouvez voir chez l'organisme en question. Donc autrement dit, le phénotype, c'est l'ensemble des caractéristiques que vous pouvez mesurer chez l'organisme. Donc ça peut être des caractères quantitatifs, hein, comme la masse ou comme la taille, par exemple. Ça peut être aussi des caractères qualitatifs, comme la couleur des yeux, le nombre de pattes, ou le métabolisme, si par exemple vous regardez des micro-organismes. Dernière chose à savoir, mais je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est que vous pouvez avoir exactement le même génotype chez deux individus différents sans que ça donne nécessairement le même phénotype. Pourquoi ? Parce qu'un génotype, en fait, il interagit avec l'environnement de l'organisme, et donc un génotype mis dans un environnement, ça va donner un phénotype donné. Mais si vous changez le génotype, ça peut changer le phénotype. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le même génotype, si vous changez l'environnement, ça peut changer aussi le phénotype. Et ça, vous le savez tous, hein, il suffit de voir en montant un petit peu en montagne à quoi ressemblent les arbres qui sont soumis au vent. Vous voyez bien qu'un arbre qui est soumis au vent tous les jours de l'année et à des températures extrêmes ne va pas avoir la même morphologie qu'un arbre qui pousse ici au niveau de la mer, au Tech par exemple. Donc il faut bien être conscient que quand on voit des caractères chez un organisme, c'est des caractères qui résultent d'une interaction entre le génotype et une certaine adaptation à l'environnement dans lequel il vit. Dernière petite chose, c'est que pour beaucoup de personnes, l'environnement il est forcément abiotique, hein, comme celui dont Hervé t'a parlé hier, probablement à une époque où on ne sait pas s'il y avait de la vie ou pas. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des organismes pour lesquels l'environnement dans lequel ils vivent est l'environnement d'un autre organisme. C'est le cas par exemple pour les parasites. Quand vous avez un ver solitaire, eh bien, l'environnement du ver solitaire, c'est vous, donc c'est un environnement biotique. Donc l'environnement il peut être abiotique comme biotique.
Donc, passer ces quelques définitions pour qu'on soit tous sûrs de parler le même langage, je vais rentrer dans le vif des mécanismes qui sont à l'œuvre au niveau microévolutif. Donc, ces mécanismes microévolutifs, le premier, qui est le plus important, parce que c'est lui qui est à l'origine de toute la variation que l'on retrouve au niveau de l'évolution, c'est le mécanisme de mutation. Et donc je vais vous montrer qu'il y a deux choses à ne pas confondre. Il y a ce qu'on appelle la mutation chez les individus et on va voir comment on passe de la mutation à la substitution au niveau de la population. Et donc ça va nous permettre d'introduire ce qu'on appelle le paradigme populationnel, c'est-à-dire le fait que tout le monde, à l'heure actuelle, en 2014, s'accorde à dire que l'évolution ne peut être comprise qu'au niveau des populations des espèces et non pas au niveau des seuls individus. Donc ce paradigme populationnel, il a été introduit dans les années 1920-1930 par plusieurs généticiens des populations qui ont montré l'importance de raisonner au niveau de la population, c'est-à-dire une collection d'individus, et plutôt qu'un seul individu comme on le faisait classiquement en génétique. Alors pour comprendre ça, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de mystérieux, c'est assez intuitif en fait quand on y pense bien. Imaginez une population, donc une population c'est quoi ? C'est par exemple nous dans cette salle, on est un ensemble d'individus, nous sommes un ensemble d'individus diploïdes, donc nous sommes par exemple n individus diploïdes que je symbolise par un rectangle vert. Et comme tout à l'heure, dans ce rectangle vert, on trouve un patrimoine génétique. Comme on est diploïde, on a deux patrimoines génétiques quelque part, un hérité de notre père, un hérité de notre mère, et c'est ce qui est représenté par les petits ronds blancs qui sont ici. Maintenant, imaginez que cette population évolue pendant un certain nombre de générations, l'ADN polymérase fait son travail, recopie l'ADN, fait des erreurs, donc il y a des mutations qui s'accumulent. Au bout d'un certain temps, il y a trois variants. Alors, on se place à un locus donné, vous prenez un chromosome, un endroit donné sur le chromosome, puis on s'intéresse à un gène, peu importe le gène. Donc on s'intéresse à ce gène, et ce gène, on voit qu'à force de diverger au cours de l'évolution et de muter, il va donner différents variants allèles que j'ai introduits précédemment. Et ici, vous voyez qu'on a trois allèles, l'allèle jaune, l'allèle bleu et l'allèle rouge. Donc dans cette population, on peut voir qu'on a un ensemble de N génotypes, les N génotypes correspondant aux N individus de départ. Et ces N génotypes, vous voyez que ça nous conduit à des individus qui sont homozygotes. Homozygotes, donc ils ont le même allèle au locus en question. Donc ici, homozygote pour l'allèle jaune, pour l'allèle rouge ou pour l'allèle bleu. Et puis vous pouvez avoir toutes les combinaisons d'individus hétérozygotes. Donc un hétérozygote rouge-jaune ou un hétérozygote bleu-rouge. Et puis quelque chose qui ne va pas nous faire plaisir, c'est que du point de vue de la génétique des populations, on se fiche un petit peu de savoir quel allèle est compris dans quel rectangle blanc. Le rectangle blanc, c'est notre enveloppe charnelle, en fait. Quelque part, on est les véhicules de nos gènes. Nous, on sait qu'on est un véhicule qui a un temps de vie qui est limité, mais nos gènes, eux, normalement, s'ils se débrouillent bien, ils vont se transmettre de génération en génération. Ils ont fait ça depuis longtemps. Donc ça, ce n'est pas forcément une vision qui est très agréable pour notre enveloppe charnelle, mais du point de vue de l'évolution, c'est très agréable du point de vue de l'espèce, parce qu'on est sûr que l'espèce va perdurer pendant un certain nombre de générations. Donc je représente la même population en faisant cette fois-ci, en abolissant les enveloppes charnelles pour voir quel est le patrimoine génétique de la population. Parce que ce patrimoine génétique se retrouve chez l'individu A, B, C, D ou E, peu importe, ce qui compte, c'est que dans la population, on a un certain nombre d'allèles, un certain nombre de variants génétiques, qui sont les variants jaunes, bleus et rouges. Et comme vous pouvez le constater, chacun de ces variants n'a pas forcément la même fréquence allélique que l'autre. Par exemple, il peut y avoir des populations dans lesquelles l'allèle rouge sera plus important que l'allèle bleu, et puis d'autres populations pour lesquelles ça sera l'inverse. Puis vous pensez bien que comme ces allèles sont recopiés de génération en génération lors du phénomène de réplication et de transmission, leur fréquence va varier au cours du temps. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des allèles qu'on va retrouver un petit peu plus à la génération suivante, d'autres un petit peu moins. Donc si on essaie de représenter ça de manière graphique, on va voir que la mutation c'est une force évolutive majeure dans la mesure où c'est elle qui va apporter de la diversité allélique au cours du temps. Et la diversité allélique, ça veut dire que vous allez avoir plus de diversité au niveau des protéines qui sont formées et donc quelque part plus de capacité d'adaptation ou tout simplement on dit des capacités d'évolution de l'espèce. Je vous rappelle que l'évolution c'est le changement. Donc vous prenez un allèle, par exemple j'ai pris l'allèle jaune, un des trois allèles de tout à l'heure, qui va muter,
Et si vous prenez cette mutation chez un individu, eh bien, vous n'allez pas trop comprendre ce qui va se passer au cours de l'évolution, parce que l'individu, à la génération suivante, il aura disparu. Donc ce qu'il faut voir, c'est le comportement de cette mutation à l'échelle de la population entière. Donc c'est pour ça que j'ai aboli tout à l'heure les enveloppes charnelles, pour ne considérer que la fréquence de l'allèle en question dans la population. Donc si je prends non plus la seule mutation chez un individu, mais la fréquence de l'allèle muté dans la population, eh bien, en quelques générations, vous pouvez voir que cette fréquence allélique va fluctuer. Par exemple, la fréquence allélique va augmenter, puis retomber. Retomber, ça veut dire qu'au bout de quelques générations, la mutation aura disparu. En d'autres termes, l'allèle variant qui était apparu va disparaître en quelques générations. Ça, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous changez une mutation, si jamais elle change l'acide aminé correspondant dans la protéine, si la protéine fonctionne moins bien, on comprend que très rapidement, la mutation risque de disparaître de la population à cause de ses effets potentiellement délétères. Une autre mutation va apparaître, et puis vous voyez qu'elle va perdurer pendant quelques générations. Alors les unités de temps, ici, vous voyez que je n'ai pas gradué, mais soit vous imaginez que c'est du million d'années, soit vous imaginez plutôt qu'on est au niveau de la microévolution, donc ce sont des générations, on évolue de génération en génération. Donc en quelques générations, votre mutation, elle va augmenter un tout petit peu en fréquence dans la population, puis disparaître. Ce qui fait que si votre population de départ était dominée par l'allèle blanc, vous voyez que l'allèle jaune ne va jamais se répandre à très grande fréquence dans la population. Puis de temps en temps, ce qui se passe, c'est un peu les hasards de l'évolution, vous pouvez avoir une mutation, ici la mutation bleue cette fois-ci, 2 fois la mutation jaune est apparue, a été éliminée. La mutation bleue, sa fréquence allélique va fluctuer, puis vous voyez, elle va grimper au cours du temps. Et puis il y a un moment où cette fréquence allélique, elle va être tellement importante qu'on va la rencontrer chez tous les individus de la population. Donc vous voyez qu'au bout d'un certain nombre de générations, ici, sa fréquence allélique est de 0,5 dans la population. 0,5, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par rapport à la situation de départ où on avait une population qu'avec des allèles blancs, et bien ici on a une population dans laquelle il y a moitié d'allèles blancs, moitié d'allèles bleus. Donc vous voyez qu'il y a à peu près équilibre entre les deux allèles. Et puis au fil des générations, le hasard évolutif fait que vous allez avoir une mutation qui va être ce qu'on appelle fixée. Fixée, ça veut dire qu'elle va être présente dans tous les individus de la population. Elle va donc avoir une fréquence de 1 ou un pourcentage donc de 100% dans la population. Donc dans ce cas-là, on ne parle plus de mutation, on parle de substitution, et ça veut dire que si vous prenez un individu au hasard dans la population, il sera représentatif de l'ensemble de la diversité génétique qu'il y a au locus en question, puisque tous les individus possèdent le même allèle bleu. Donc, échantillonner un individu au hasard pour une substitution qui est fixée vous permettra de considérer que cette mutation est représentative de tout ce qu'il y a dans la population. Et donc, on appelle ça une substitution. Et vous remarquerez que quand la population en est là, on remet les compteurs à zéro quelque part dans notre raisonnement, parce qu'au départ, je vous avais fait une population où il y avait très majoritairement des allèles blancs. Vous voyez qu'ici, on va continuer notre évolution avec une population dans laquelle il y a très majoritairement des allèles bleus. Et rebelote. On recommence. Dans cette population, on a très majoritairement des allèles bleus. Il y a de nouveau un variant jaune. Alors, même mutation qu'au départ, ou une autre, peu importe, mais il y a un variant qui apparaît. Ce variant, sa fréquence va fluctuer au cours du temps. Il peut disparaître. Un autre variant qui apparaît, puis qui disparaît, vous voyez, ainsi de suite. Et puis là, un variant rose qui va apparaître dans la population, puis qui va finir par se fixer à son tour. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu le devenir de chacune des mutations qui apparaît à chacun des locus de chacun des gènes d'un organisme qui possède quelques milliers de gènes comme une bactérie, à quelques dizaines de milliers de gènes comme un animal comme nous, par exemple. Ça, c'est le devenir populationnel normal de la variation élémentaire qui est la mutation. Donc la seule chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'il faut un certain temps avant de fixer une mutation, c'est-à-dire qu'une mutation qui va augmenter en fréquence dans la population, elle va le faire en un certain nombre de générations. Et vous voyez que ce nombre de générations n'est pas forcément le même d'une mutation à l'autre. Donc ça, on va voir un petit peu par la suite. Qu'est-ce qui peut influencer sur le fait que, on n'a pas le même temps pour qu'une mutation apparaisse et se fixe dans la population selon la mutation considérée. Ce temps n'est pas forcément le même. Et puis, vous voyez qu'aussi, on va voir qu'il va y avoir un certain laps de temps, qui n'est pas forcément le même non plus d'un gène à l'autre ou d'une population à l'autre, entre deux fixations successives d'allèles.
Pourquoi je regarde le temps entre deux fixations successives d'allèles? Quelque part, c'est une sorte d'indicateur du degré de renouvellement génétique de la population. Vous voyez, quand un certain nombre de générations, on est passé d'un allèle bleu présent à 100% à un allèle rose présent à 100%, vous comprendrez bien qu'au locus en question, les deux populations sont différentes l'une de l'autre. Donc dans le grand B, je pense que, ou en tout cas j'espère vous avoir convaincu qu'on pouvait raisonner qu'au niveau populationnel, hein, la population c'est le seul niveau auquel on va pouvoir voir un petit peu le devenir des mutations qui apparaissent à chaque instant. Ce que j'ai oublié de dire, mais je pense que vous le savez toutes et tous aussi, c'est que pour avoir des mutations, on n'a pas besoin de se mettre au soleil pendant 3 heures sur la plage en été hein, pour que les ultraviolets fassent muter le matériel génétique. Il suffit d'attendre que les ADN polymérases fassent leur travail de tous les jours, c'est-à-dire de recopier l'ADN. Je ne sais pas si vous le savez, mais les ADN polymérases les plus fidèles qu'on connaisse dans la nature ont un taux d'erreur qui va de 10 puissance moins 9 à 10 puissance moins 10, c'est-à-dire qu'elles font une erreur tous les milliards, ou 10 puissance moins 10, tous les 10 milliards de nucléotides recopiés, ce qui est une fidélité extraordinaire. Mais si vous considérez que notre génome fait 3 milliards de nucléotides, ça veut dire que même avec une enzyme hyper fidèle, quasiment à chaque génération cellulaire, il y a au moins une mutation qui apparaît. D'accord? Donc les mutations, hein, il n'y a pas besoin de chercher des rayons X, de rayonnement cosmogénique ou d'origine, d'explications très exobiologiques. La mutation fait partie intégrante du fait qu'il y a réplication à chaque génération du patrimoine génétique. Et cette réplication est plus ou moins fidèle. Plus elle est fidèle, plus le taux de mutation est bas, mais le taux de mutation n'est jamais nul. Alors, une fois qu'on a fait apparaître et vivre un petit peu ces mutations dans la population, je vous ai dit, il y a différents phénomènes, différentes forces qui vont agir et qui vont faire que le devenir des mutations et leur temps de fixation ne va pas être forcément le même. Donc, qu'est-ce qui fait que les mutations ont des histoires évolutives différentes les unes des autres? Eh bien, ce qui fait ça, c'est plusieurs forces évolutives, dont la plus célèbre est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc la sélection naturelle, hein, qui a été identifiée par Darwin et ses congénères, ça date à peu près des années 1850. C'est une idée dont je pense dont vous avez tous entendu parler. Et cette idée, on peut la résumer par un concept qui s'appelle le concept de valeur sélective. Alors les anglo-saxons appellent ça la fitness. Il y a pas mal de Français qui appellent ça aussi la fitness. On peut aussi dire valeur sélective. La valeur sélective, vous pouvez la mesurer par exemple sur un génotype, et c'est une idée qui est assez simple. C'est le concept de valeur sélective d'un génotype va consister à regarder combien vous avez du génotype en question au moment où vous regardez la population, par exemple à la génération N ou au temps N. Hein, quelque part, parler en nombre de générations, c'est manipuler des unités de temps, mais ce n'est pas du temps géologique, c'est du temps biologique cette fois-ci. Hein, la génération, c'est du temps biologique. Vous passez une génération et vous regardez votre génotype, en combien d'exemplaires il existe à la génération suivante. Si le rapport entre les deux vaut 1, ça veut dire qu'à la génération suivante, vous avez le même nombre de génotypes qu'à la génération précédente. Donc votre génotype, il n'a pas augmenté en fréquence, il n'a pas diminué en fréquence, il est stable. En revanche, si votre génotype est favorisé à la génération suivante, eh bien, il va y avoir un petit peu plus de descendants de ce génotype à la génération N plus 1 par comparaison à la génération N. Donc votre rapport va être légèrement supérieur à 1. Puis au contraire, si vous avez moins de génotypes, c'est-à-dire que si votre génotype est contre-sélectionné, hein, s'il est moins efficace, quelle que soit la raison, à la génération suivante, votre rapport va un petit peu diminuer. Donc ce rapport de valeur sélective, on l'exprime souvent sous la forme de 1 plus ou moins un coefficient S, qu'on appelle le coefficient de sélection, et qui vous donne un petit peu une idée de l'efficacité du génotype de génération en génération. Donc si vous avez un coefficient S de plus 10% par exemple, ça veut dire que votre génotype va y en avoir 10% en plus dans la génération suivante. Donc c'est un génotype qui est en train d'être efficace. Puis si vous avez un coefficient sélectif de moins 50%, ça veut dire que votre génotype est très très fortement contre-sélectionné et qu'à chaque génération qui passe, vous en avez moitié moins qu'à la génération précédente. Et comme Hervé le disait hier, c'est la même chose que pour les isotopes hein, qui se désintègrent. Si vous attendez, on va dire 9 ou 10 générations, il n'y a plus de traces de ce qu'il y avait au départ. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui influence cette valeur sélective? Cette valeur sélective, il y a deux paramètres importants qui l'influencent.
Je vous rappelle que le génotype, j'ai quand même mis une petite boîte d'environnement pour vous rappeler que le génotype, tout ce qu'on dit sur lui dépend de l'environnement dans lequel on le trouve. Et le génotype, par exemple, vous partez d'un adulte N qui va se reproduire à la génération N jusqu'à donner la génération suivante un individu qui est en âge de se reproduire. Donc on passe de la génération N à la génération N plus 1. L'intervalle de temps entre les deux, c'est ce qu'on appelle le temps de génération, qui lui se mesure en temps géologique, donc c'est-à-dire en années ou en dizaines d'années, ou en minutes pour Escherichia coli par exemple. Et puis, il y a des organismes, comme par exemple les organismes multicellulaires, pour lesquels on passe par un stade zygote. Et en fait, vous voyez qu'il y a deux choses qui vont affecter la valeur sélective. Il y a le taux de fécondité, donc autrement dit, combien en moyenne un adulte va-t-il donner de zygote ? Et ça, vous savez que du point de vue écologique, il y a deux grandes stratégies qu'on rencontre dans la nature. Il y a les stratégies de type R, petit r comme reproductif, dans lesquelles les individus vont donner beaucoup de zygotes. Donc ça, c'est une caractéristique, par exemple, de certains organismes qu'on rencontre en milieu marin, qui ont une reproduction externe, et qui vont relarguer dans le milieu un nombre impressionnant de zygotes, qui vont se transformer en larves, et qui vont à leur tour donner des adultes. Puis à l'inverse, on a plutôt des stratégies de type K, avec un grand K, qui est ce qu'on rencontre, par exemple, chez les cétacés. Chez les cétacés ou chez les éléphants, vous allez avoir une gestation qui va pouvoir durer 12 mois ou 15 mois, avec un petit par femelle. Donc là, c'est une stratégie qui est complètement inverse. On parie sur le soin donné aux jeunes et peu de jeunes qu'on va produire au cours de l'évolution, mais ce jeune, quand on le lâche dans son environnement, normalement, il va très bien se débrouiller. Peu importe, donc la fécondité elle peut être différente selon les types d'organismes, avec des stratégies plutôt R ou des stratégies plutôt K. Et puis bien sûr, tous les zygotes qui sont produits ne vont pas forcément survivre jusqu'à l'état adulte. Donc le taux de survie des zygotes va aussi influencer la valeur sélective générale. Par conséquent, vous remarquez que les génotypes qui vont avoir la plus forte valeur sélective, donc ceux pour lesquels le coefficient S va être positif d'une part et le plus élevé possible, sont les génotypes qui vont donner plus de descendants à la génération suivante. Donc si vous attendez très logiquement, au bout de quelques générations, à ce que ces génotypes deviennent de plus en plus fréquents. Et comme je vous le disais, à l'inverse, si le coefficient sélectif est négatif, eh bien, vous aurez de moins en moins de génotypes à chaque génération, et ça peut conduire à leur disparition. Alors l'exemple emblématique de ça, vous en avez entendu parler, c'est un papillon qu'on appelle la phalène du bouleau, Biston betularia, avec ces célèbres morphes blancs et noirs qui ont été très utilisés et très étudiés à la fin du 19e et au 20e siècle, notamment en Angleterre. Et le suivi populationnel de ces deux morphes avait montré que les formes blanches et les formes noires n'ont pas le même taux de survie selon les conditions environnementales. Donc il y a une survie différentielle de ces deux morphes de papillons, ces deux formes de papillons. Par exemple, une des hypothèses, c'est la prédation. Quand vous avez un papillon noir sur fond blanc, il se voit bien, il se fait manger plus facilement par les oiseaux. Il y a des hypothèses de thermorégulation aussi, c'est-à-dire que les papillons vont maintenir leur température corporelle ou avoir des variations en fonction de leur couleur, c'est-à-dire que l'albédo de ces papillons étant plus ou moins important, ça va jouer sur la thermorégulation de ces papillons. Bref, différentes raisons font que, vous pouvez avoir une survie différentielle de ces deux morphes. Donc qui dit survie différentielle dit que les fréquences de ces deux morphes peuvent varier au cours du temps si on invoque de la sélection naturelle. Donc ce qui a été montré, c'est que, ici je vous montre un petit exemple par simulation, avec un tronc de bouleau qui est représenté, des phalènes noires que vous voyez très bien qui se détachent sur le fond blanc du bouleau. Puis je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des phalènes blanches qui sont dessinées, et donc sur la diapo de droite, on les voit beaucoup mieux parce que leur contour a été souligné. Tout ça pour vous montrer que quand vous êtes un oiseau et que vous cherchez à repérer des phalènes, vous allez avoir une survie différentielle liée à la prédation, parce que ce sont essentiellement les phalènes noires qui vont se faire manger.
Donc vous passez à la génération suivante, la génération 1 à la génération 2, vous voyez qu'il y a moins de phalènes noires qui étaient disponibles pour l'effort de reproduction à la génération suivante. Si on imagine un déterminisme génétique simple dans lequel il y a une forme avec deux allèles qui transmet la couleur blanc-noir, ça veut dire que la fréquence de l'allèle noir diminue à la génération suivante, et puis au bout d'un certain temps, vous avez disparition des phalènes noires. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que quand la révolution industrielle est arrivée et le mélanisme industriel dû à la combustion du charbon est aussi arrivé, les troncs de bouleau sont devenus de couleur beaucoup plus foncée. Les troncs de bouleau blancs ont pris la couleur noire de la poussière de charbon. Et donc ces bouleaux mélaniques ont changé un petit peu la donne. Et c'est là que vous voyez qu'un génotype donné, il n'a pas du tout la même valeur sélective selon l'environnement dans lequel il se situe, parce que les phalènes blanches de tout à l'heure, elles deviennent beaucoup plus visibles, et c'est l'inverse, les phalènes noires commencent à se camoufler. Et donc, il a été montré qu'en quelques générations, les fréquences des morphes blancs avaient très fortement diminué, alors que les fréquences de morphes noirs avaient augmenté, et toujours ça par le mécanisme de sélection naturelle. Donc ça, c'est un exemple classique qui a permis de montrer que la sélection naturelle, elle agit tous les jours dans toutes les populations d'êtres vivants qu'on rencontre sur Terre. Donc c'est un mécanisme extrêmement important de l'évolution biologique. Donc la question qu'on peut se poser et que je vous pose, c'est en fait, si on imagine que la sélection naturelle marche, fonctionne bien, quelles sont les différentes conditions qui font qu'elle va être à l'œuvre? Autrement dit, à quelles conditions la sélection naturelle peut-elle favoriser des individus qui donnent plus de descendants que leurs congénères? Comme ça fait un petit moment que je parle, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous voyez comme raisons qui font que ce mécanisme-là va fonctionner? Je suis désolé, j'échappe au contrat qui disait que les réponses n'étaient pas filmées, mais il va y avoir quelques petits instants de solitude, comme ça, où chacun regarde soit ses notes, soit sa tablette, soit regarde l'écran, en me regardant, en cherchant à l'aide. Qui est-ce qui se lance ? Quelles sont les conditions qui font que le mécanisme de sélection naturelle, tel que je vous l'ai présenté, a de bonnes chances de marcher? C'est que les individus qui vont être sélectionnés vont pouvoir transmettre leur génotype à la descendance. D'accord. Du coup, favoriser l'allèle qui leur a permis de survivre. Ok, donc ça, tu es en train de me dire à juste titre qu'il faut qu'il y ait un avantage, il faut qu'il y ait un avantage sélectif à un des allèles qu'on rencontre dans la population. Il y a une autre condition qui est évidente, elle est tellement évidente que vous oubliez de me la dire. Dans la population de phalènes, je vous ai dit qu'il y avait quoi? Il y a deux variants, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait dans la population naturelle, il faut qu'il y ait de la diversité, de la variation, et ce qu'on appelle en biologie du polymorphisme. Polymorphisme en grec, ça veut dire littéralement plusieurs formes. Donc je vous ai dit qu'il y avait deux morphes, ça veut dire que la sélection naturelle ne marche que s'il y a du polymorphisme dans les populations naturelles. C'est évident que si tout le monde est identique, le mécanisme évolutif ne va pas fonctionner. Donc il faut du polymorphisme, il faut un avantage sélectif, et puis je crois que tu l'as dit dans ta phrase, tu as commencé par ça, il faut que ça soit transmissible de génération en génération. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une hérédité du caractère que vous êtes en train de regarder. Donc en fait, trois conditions sont nécessaires et probablement suffisantes pour que la sélection naturelle fonctionne. C'est du polymorphisme qu'on a naturellement dans les populations. Je vous ai dit qu'on l'avait naturellement, puisque les mutations, à chaque génération, fabriquent de la variabilité génétique. Donc le polymorphisme, on l'a à chaque génération. Il faut, comme tu l'as dit, mademoiselle, un avantage sélectif qui confère un avantage, un avantage sélectif qui confère une adaptation à l'environnement. D'où la notion importante de l'environnement. Si l'environnement change, ce qui est un avantage dans un environnement donné, n'est pas forcément un avantage dans l'autre. Je ne vais pas vous faire de caricature, mais la chauve-souris que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est adaptée au vol. Si vous la mettez dans une galerie creusée par une taupe, les choses vont moins bien se passer. D'accord ? Puis à l'inverse, on n'a jamais vu de taupe voler. Okay ? Donc ce qui est un avantage dans un environnement peut être un désavantage dans un autre.
Et puis enfin, bien évidemment, ça rejoint tout mon préambule de tout à l'heure, il faut que le matériel génétique, et en particulier l'allèle que vous êtes en train de regarder, soit transmissible de génération en génération. Et ça, on a vu que c'était le cas pour le matériel génétique, il y a une hérédité verticale, donc nos caractères, ou le déterminisme de nos caractères qu'on appelle les gènes, sont bien à transmission héréditaire. Et si ça a lieu, eh bien la sélection naturelle peut marcher. Alors c'est un peu, vous parlez d'évolution en 3 heures, c'est un petit peu un défi parce qu'il y a à la fois peu de choses et beaucoup de choses à dire, donc je voudrais essayer de vous glisser plusieurs notions différentes, donc j'insiste pas trop sur chacune de ces notions, donc je préfère passer à une force évolutive, à la force évolutive suivante. Donc on a acquis du polymorphisme par mutation dans le grand B. On a vu que la sélection naturelle peut faire varier les fréquences avec lesquelles les mutations peuvent se fixer dans les populations. Donc on a commencé à voir pourquoi dans mon petit graphique de tout à l'heure, une mutation ne se fixait pas forcément à la même vitesse que l'autre. Mais ce qui est très important, et pour ceux qui ne connaissent pas, je ne voudrais surtout pas que vous l'oubliez, c'est que dans l'évolution, il y a une forte composante stochastique. Donc une forte composante aléatoire qu'on appelle la dérive, et pour pas que le terme soit ambigu, on devrait dire la dérive génétique, pour préciser que c'est d'elle dont on parle. Alors petite parenthèse sociale, même scientifique, les gens n'aiment pas trop ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas trop le hasard. Dans la vie courante, quand on est étudiant, quand on est enseignant, quand on est chercheur, on n'aime pas trop le hasard quelque part, parce que le hasard nous fait un peu échapper à notre confort. À nos habitudes, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, en évolution, on s'est rendu compte que le hasard est une composante extrêmement importante, peut-être même la composante la plus importante. Ce qui a fait dire à de célèbres biologistes comme Stephen Jay Gould que l'homme est un accident de l'évolution. Alors ça fait hurler beaucoup de personnes, mais probablement que si Hervé pouvait nous rembobiner l'histoire depuis l'ADN une deuxième fois, il y a très peu de chances qu'on se retrouve ici, dans la même salle, en train de parler de l'ADN. On aurait peut-être des bestioles qu'Hervé nous a montrées tout à l'heure, là, mais j'ai remarqué que tu n'avais pas pu échapper à une bestiole qui avait 2 pattes, enfin 2 bras et 2 jambes. On reste complètement quand même conditionné par le modèle de ce qui nous entoure. Mais il y a de très fortes chances que si on rejouait le film de l'évolution, le résultat serait complètement différent, puisqu'il a une composante stochastique qui est énorme. Alors, vous allez voir, c'est très facile à comprendre, cette histoire de composante stochastique et la dérive génétique. Pourquoi ? Parce que je reviens à ma population de tout à l'heure. Donc, ma population de tout à l'heure, c'était, vous vous souvenez, une population dans laquelle, normalement, je ne me suis pas trompé, mais j'ai dessiné un tiers de points jaunes, un tiers de points rouges, un tiers de points bleus. Donc, on a bien 3 allèles qui sont à fréquence égale à un instant T de notre histoire évolutive. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que cette population, elle a une taille qui est finie. On n'est pas en maths, donc je ne vais pas vous parler de population infinie. Vous savez qu'une population biologique a une taille finie. Si elle a une taille finie, ça veut dire que pour passer de la génération N à la génération N plus 1, il n'y a qu'un certain nombre d'individus qui vont se reproduire. Et même si tous les individus se reproduisent, ils ne vont pas forcément, dans leurs gamètes, transmettre tout le patrimoine génétique qu'ils possédaient. Tout ce patrimoine génétique, à chaque locus, c'est, si jamais ils étaient hétérozygotes, un allèle du père, un allèle de la mère, tout ne va pas forcément être transmis à la descendance. Donc, autrement dit, le hasard des fluctuations, le hasard de transmission des allèles de génération en génération, fait que vous allez avoir des petites variations de fréquence allélique. Par exemple, vous voyez que de ma génération N à N plus 1, ici, si je recompte les fréquences, eh bien, l'allèle jaune, il y en a un tout petit peu plus. Vous avez un tout petit peu plus de points jaunes. Donc, dans votre population, la fréquence de l'allèle jaune va être de 40%. L'allèle rouge, lui, se maintient à 33%. Et donc si on a ça, si on a un allèle qui augmente, eh bien un qui se maintient stable, ça veut dire forcément que le troisième allèle a sa fréquence qui a diminué. Vous avez une fréquence de 26%. Tout ça parce que le nombre d'individus de votre population est fini. Alors il peut être le même, il peut être supérieur ou inférieur, mais en pourcentage, ça va quand même nous faire des variations de fréquence allélique. Et puis à la génération N plus 2, qu'est-ce qui se passe ? Bien, les allèles jaunes rediminuent un petit peu, donc on revient à 36%, et les allèles bleus, par vase communicant, remontent, sachant que les rouges sont toujours constants, il y a toujours un tiers d'allèles rouges dans ma population. Donc vous voyez que de génération en génération, vous avez une variation qui est aléatoire des fréquences alléliques au cours des événements de reproduction. Et j'invoque aucun mécanisme là-dedans, il n'y a aucun mécanisme, c'est juste de la statistique, c'est juste de l'effet d'échantillonnage.
Vous savez que quand on fait un échantillon, l'échantillon n'est jamais parfaitement représentatif de la population initiale. Ben là, c'est exactement pareil. Quand une population se reproduit, à la génération suivante, il va y avoir un pool génétique, un ensemble d'allèles, qui va être un échantillonnage de ce qu'il y avait la génération précédente. Et comme la population est de taille finie, ben cet échantillon n'est pas exactement le même que ce qu'il y avait la génération précédente. Donc, aucun mécanisme particulier là derrière, si ce n'est un phénomène statistique bien connu en échantillonnage, et qui fait que vous avez une fluctuation aléatoire au cours du temps des fréquences de ce que vous regardez. Et ce que je dis là pour les allèles est vrai dans n'importe quel secteur de l'exobiologie. Conséquence directe de ça, vos fréquences fluctuent aléatoirement, vos fréquences alléliques fluctuent aléatoirement au fil des générations. Alors ça, on peut le simuler sur ordinateur, c'est très facile à faire. En abscisse, le nombre de générations et en ordonnée, la fréquence de différents allèles. Et lors de ces simulations, vous pouvez partir de fréquences alléliques qui sont 50-50. Vous pouvez prendre deux allèles dans la population qui sont tous à la même fréquence. Et puis, vous pouvez faire différentes simulations sur un certain nombre de générations. Par exemple, 50 générations, où vous transmettez aléatoirement plutôt l'un ou plutôt l'autre des allèles à la génération suivante. Et vous regardez ce qui se passe. Donc, chacune des courbes qui est ici, c'est une simulation. Donc vous voyez que toutes les courbes ont la même allure générale. Qu'est-ce qui se passe? En 50 générations, vos fréquences alléliques fluctuent. De temps en temps, de 50% pour un allèle, vous passez à 60 ou vous tombez à 40. Mais ce qui est très intéressant à constater, c'est que les résultats vont changer en fonction de la taille de la population. Ici, je vous ai montré des populations pour une taille de 2000 individus. Alors pourquoi on a l'idée de faire intervenir la taille? Je vous l'ai dit précédemment quand je vous ai parlé d'échantillonnage. Vous savez que les échantillonnages sont complètement impactés par le nombre d'individus qu'on prend dans la population qu'on échantillonne. Et on sait que plus on prend d'individus, meilleur est notre échantillon et mieux est la représentativité de ce qu'il y avait à la génération précédente. Donc avec 2000 individus, on a un très bel effort d'échantillonnage lors de la reproduction, et vous voyez qu'on a des fluctuations alléliques qui, somme toute, sont assez faibles. Ces fluctuations alléliques, donc, c'est le fameux phénomène de dérive génétique dont je vous ai parlé. En revanche, quand on prend 10 fois moins d'individus, quand on tombe à 200 individus, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la même chose que précédemment, sauf que les fluctuations alléliques sont beaucoup plus importantes. Pourquoi? Effet d'échantillonnage, en prenant que 200 individus de génération en génération, on sous-échantillonne une fraction plus faible de la diversité génétique que ce qu'il y avait au départ. D'où une variance, ou une fluctuation plus importante dans les fréquences alléliques. Et puis si vous tombez à 20 individus dans une population qui en comptait 2000, ça veut dire qu'au hasard, vous prenez que 20 individus qui sont reproduits, donc ça veut dire que vous prenez une toute petite partie du patrimoine génétique ou du polymorphisme génétique qu'il y avait dans la population. Donc un polymorphisme qui va être, à la génération suivante, très peu représentatif de ce qu'il y avait au départ. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que, dans certains cas, une simulation ici, dans laquelle très rapidement, vous voyez qu'il y a un allèle qui se fixe. C'est-à-dire qu'on était parti de 50-50 pour les deux allèles de départ, et en quelques générations, vous voyez, en 10 générations, il y en a un qui est fixé. Pareil, à l'inverse, il y en a un qui a une fréquence qui est nulle ici, donc un qui disparaît. Donc ça veut dire que la taille des populations a un impact très fort sur la dérive génétique. Et vous voyez surtout quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas besoin d'invoquer la sélection naturelle. Donc autrement dit, il n'y a pas besoin d'avoir un avantage pour un allèle donné pour que pourtant il se fixe dans la population. Et ça, c'est une idée tellement révolutionnaire qu'elle a eu beaucoup de mal à émerger en évolution. Et c'est un généticien célèbre qui s'appelait Moto Kimura qui a mis ça en évidence dans sa théorie neutraliste de l'évolution. Théorie neutraliste, le mot neutraliste s'oppose au mot de la sélection. Au travers du terme de neutraliste, il nous montre le fait que un événement qui est neutre, c'est-à-dire sur lequel la sélection naturelle n'a pas de prise particulière, peut quand même se fixer au cours de l'histoire évolutive. Donc ça c'est une idée extrêmement importante et qui montre que par sélection vous pouvez faire se fixer un variant génétique, mais ça montre aussi que par dérive génétique, c'est-à-dire par un phénomène complètement aléatoire, vous pouvez aussi fixer un variant génétique donné, même s'il n'a pas d'avantage particulier. Alors pour bien comprendre les choses, il faut voir que ce que je vous ai montré précédemment, c'est des simulations dans lesquelles la taille de la population est constante au cours du temps. Mais ça, on sait que du point de vue démographique, ce n'est pas réaliste. On sait que les populations fluctuent.
Hein, si vous mettez un événement de glaciation sur des populations qui ne sont pas adaptées à ça, ben ça va faire des refuges de populations dans des zones où la glaciation n'a pas eu prise, et vous avez en général des diminutions de taille des populations correspondantes. Donc ce qu'on remarque souvent, c'est que partant d'une population de départ, si vous passez par un moment démographique au cours de votre évolution où il y a une chute brutale de la taille de la population, ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, hein, par analogie au goulot des bouteilles, eh bien vous allez avoir un tout petit exemplaire ou un tout petit échantillon de la diversité génétique de la population de départ. Et vous voyez qu'ici, en ayant très fortement réduit ma taille de population initiale, je perds tous les allèles bleus. Donc ce goulot d'étranglement me fait perdre les allèles bleus, et si les conditions favorables environnementales permettent à la population de regrimper en effectif, qu'est-ce qui se passe aux générations suivantes? Eh bien la génération suivante, ou les générations suivantes se construisent à partir du résultat du polymorphisme génétique présent au moment du goulot d'étranglement. Donc vous voyez qu'ici on va régénérer une population qui contiendra un certain nombre d'allèles jaunes et d'allèles rouges, et l'allèle bleu a été perdu. Mais il n'a pas été perdu forcément parce qu'il était délétère, pas forcément parce qu'il était contre-sélectionné par le mécanisme de sélection naturelle, hein, pas forcément parce qu'il conférait le fait de donner moins de descendants aux organismes, tout simplement sous l'effet du hasard, parce qu'il y a eu un moment au cours de l'évolution où vous êtes passé par un stade où il y avait très peu d'individus dans la population. Alors ça, c'est une représentation graphique qui vous montre que l'effet de la dérive génétique, là où il est le plus marqué, c'est dans les petites populations. Et là, je ne fais dire que de nouveau une réalité statistique, hein, c'est qu'un échantillon est d'autant moins bon que l'échantillon de départ est petit. Ça fait penser aux sondages qui sont faits sur 997 ou 1003 participants, et sondages dans lesquels on ne vous donne jamais les barres d'erreur, on ne vous donne jamais la variance. Donc vous savez que David a 30% des voix, puis moi j'en ai 27. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a plus ou moins 7% d'écart. Donc le 30 sur 27, en fait, la différence n'est pas significative. Et cette barre d'erreur est d'autant plus grande que bien, la population échantillonnée est petite. Donc ce phénomène-là, il est très connu en génétique, c'est ce qu'on appelle l'effet de fondation, et puis il a laissé des traces dans toutes les populations. Hein. Il y a des exemples, par exemple dans les populations humaines, de maladies génétiques qui sont à haute fréquence chez certaines populations qui sont dans des endroits soit un peu particuliers pour des régions religieuses, soit des régions un peu inaccessibles du point de vue géographique, et qui font que vous avez la prévalence de maladies génétiques qui est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Tout simplement parce que les colons qui ont émigré à cet endroit-là étaient porteurs de quelques mutations délétères qu'ils ont transmises lors de l'effet de fondation. Ça nous emmène sur, donc ça nous fait déboucher sur la notion centrale qui est attachée à la dérive génétique, c'est la notion de taille efficace. Donc le concept de taille efficace, qu'on note souvent N indice E en génétique de population, c'est ce qu'il faut voir, c'est qu'une population, donc, elle a N individus. Hein, les populations dont je vous parle depuis le départ ont N individus. Parmi ces N individus, on sait bien que tous les individus ne vont pas forcément se reproduire à la génération suivante. Tous les individus ne vont pas forcément donner des descendants. Donc au mieux, tous les individus auront participé à la reproduction, mais très souvent, c'est une fraction de la population de départ qui aura participé. D'où le fait que le généticien des populations ait introduit la notion de taille efficace, qui est la taille, je dirais, réelle de la population, combien d'individus ont réellement participé à la génération suivante. Et ça peut se définir comme étant le nombre d'individus reproducteurs d'une population qui serait un peu une population idéale, c'est un peu une vision idéalisée, une population idéale qui présenterait le même niveau de dérive allélique que la population considérée. Donc ça veut dire que vous voyez un certain degré de dérive dans une population naturelle que vous étudiez. Et bien la taille efficace, ça serait la sous-population, ou ça serait l'effectif d'une sous-population qui donnerait exactement le même niveau de dérive allélique. Donc autrement dit, si vous avez une très grande population dans laquelle vous voyez que les fréquences alléliques fluctuent énormément, ça veut dire que sa taille efficace en fait est très faible, puisque probablement dans cette très grande population, vous avez très peu d'individus qui se reproduisent, et ce qui entraîne cet effet d'échantillonnage important. Alors on peut chiffrer ça pour fixer un petit peu les idées. Par exemple, imaginez une variation de taille de population sur 5 générations. Donc N c'est la taille de population. Mon exposant entre parenthèses ici c'est la génération. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que 4 des générations que j'ai regardées au cours du temps sont à 100 individus. Mais on passe par un goulot d'étranglement à la 3e génération où vous n'avez que 10 individus.
Donc vous voyez que c'est un goulot d'étranglement très très fort, puisque 90% de la population a disparu de la génération 2 à la génération 3. Et ce qu'il a été montré en génétique des populations, c'est la taille efficace, ça va être la moyenne, mais une moyenne un petit peu particulière, qu'on appelle mathématiquement la moyenne harmonique, des effectifs de toutes les générations. Donc la moyenne harmonique, sa formule elle est ici, et ça nous montre que la taille efficace, c'est de 36 individus. Donc vous comprenez que dans une population qui avait 100 individus au départ, qui a 100 individus à l'arrivée, à partir du moment où elle passe par une étape de goulot d'étranglement à 10 individus, eh bien c'est comme si sur 5 générations, en fait, vous aviez regardé l'évolution génétique d'une population qui avait seulement 36 individus. Donc vous voyez l'idée, hein, dès qu'il y a un goulot d'étranglement, eh bien, ça diminue beaucoup le polymorphisme génétique de la population et la taille efficace est bien inférieure à la taille efficace, totale de la population ou du nombre total d'individus de la population. Donc là, on comprend que quand il y a des fluctuations démographiques au cours du temps, eh bien, ça a un impact énorme sur la constitution génétique des populations descendantes, notamment quand on passe par une étape où la taille efficace est très petite. Donc vous voyez que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si on rejouait le film de l'évolution, quand vous voyez qu'on peut avoir des variations génétiques énormes en changeant la taille efficace par des goulots d'étranglement, on se doute bien qu'on est quasiment sûr qu'on n'arriverait pas au même résultat que celui qu'on voit actuellement. Et que c'est surtout la dérive génétique qui serait responsable de ça. Alors dans les forces évolutives majeures, il y a la migration. La migration, je ne vous en parlerai pas, pour une raison très simple, c'est que ces effets, vous pouvez les résumer avec ce qu'on a dit avant. Un migrant, c'est ni plus ni moins, je dirais, que quelque part un mutant, une sorte de super mutant, qui arrive avec plein de mutations génétiques qu'il a mis du temps à acquérir dans sa population d'origine, et il débarque dans la population que vous êtes en train d'étudier. Donc quelque part, c'est des échelles de temps qui sont un petit peu plus longues, mais qui vont faire des effets qui sont comparables à ceux d'un mutant qui arrive dans la population. Ce mutant qui vient d'émigrer, eh bien, il va être confronté à la sélection naturelle par rapport aux autres individus de la population, et il va être lui-même soumis au processus de dérive. En revanche, je vais vous parler d'un dernier mécanisme dont on parle pas très souvent, mais qui a des impacts aussi sur ce qu'on observe au niveau de l'ADN, c'est ce qu'on appelle la recombinaison. La recombinaison est un phénomène moléculaire qui est associé, qu'on appelle la conversion génique biaisée. Alors la recombinaison, c'est quoi ? Vous en avez entendu parler aussi, c'est le fait que lors d'un phénomène de formation des gamètes qu'on appelle la méiose, les chromosomes paternels et maternels se rencontrent, font des enjambements, il y a des cassures double brin d'ADN et qui font que les chromatides des chromosomes paternels et maternels vont s'échanger par endroits. Et ça, littéralement, ça produit des nouvelles combinaisons d'allèles. Dans le mot recombinaison, il y a le re qui veut dire répéter, et le mot important, c'est le mot combinaison. C'est-à-dire que vous allez fabriquer de nouvelles combinaisons d'allèles. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit qu'avec à peu près 25 000 allèles comme il y a dans le génome humain, 25 000 allèles paternels et 25 000 allèles maternels pour des individus diploïdes, ces allèles sont organisés linéairement sur chacun des chromosomes. Donc un chromosome, en fait, c'est une combinaison d'allèles. Eh bien, il y a un mécanisme méiotique qu'on appelle la recombinaison qui va changer ces combinaisons d'allèles en échangeant les allèles des différents chromosomes paternels et maternels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le brassage génétique et qui est responsable de la diversité génétique lors de la reproduction qu'on observe dans les populations naturelles. Alors ça, je vais pas entrer dans les détails de ça c'est quelque chose que vous connaissez normalement, que tout le monde a déjà vu un jour ou l'autre. Mais ce qu'on va voir un petit peu, c'est le lien avec un phénomène qui est moins connu et qu'on appelle la conversion génique biaisée. Alors, j'essaie de vous représenter schématiquement ce qui se passe au niveau d'une méiose. Donc quand vous avez formation des gamètes, des spermatozoïdes ou des ovules par exemple, donc au moment de la méiose, eh bien, il faut voir que dans les cellules précurseurs, les cellules souches qui vont réaliser la méiose, vous avez pour chaque paire de chromosomes, un chromosome paternel, un chromosome maternel. Ces chromosomes, ils ont un centromère qui est représenté ici, et ces chromosomes, avant de faire la méiose, vous allez avoir réplication de l'ADN. Donc au niveau des chromosomes, chacun des brins d'ADN va exister en 2 exemplaires. Donc vous vous retrouvez avec des chromosomes qui vont avoir deux chromatides.
Donc ici, je représente la chromatide numéro 1 du chromosome, avec le brin d'ADN numéro 1, puis le brin complémentaire d'ADN numéro 2. Et puis ici, pareil, la deuxième chromatide. Et puis, il se passe ça pour le chromosome homologue, ici, le chromosome maternel. Et puis maintenant, vous prenez le cas d'un individu qui est homozygote. Homozygote, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le même allèle hérité du père et de la mère. Donc ici, vous avez un allèle dans lequel, à une position donnée, il y a une adénine, donc il y a une thymine sur le brin complémentaire. Comme les deux chromatides sont identiques suite au mécanisme de réplication, j'ai bien ma paire AT ici à l'identique. Et puis vous voyez qu'au niveau du chromosome maternel, vous avez exactement la même séquence, et tout le reste ici, on considère que c'est exactement la même séquence allélique, la même séquence du gène. Au moment de la méiose, qu'est-ce qui se passe? Au moment de la méiose, vous avez l'enjambement, donc le croisement physique des chromatides, et c'est ici que vous allez avoir la coupure double brin qui va permettre d'échanger les deux brins d'ADN. Donc, quand vous avez des individus qui sont homozygotes et que vous avez le phénomène d'enjambement, qui est un annonciateur de la récombinaison qui se met en place, ce phénomène vient mettre côte à côte des molécules qui, normalement, ne devaient pas se rencontrer. Les chromosomes paternels et maternels, même s'ils sont homologues, normalement, ils n'étaient pas censés se rencontrer. S'ils se rencontrent, ici, il y a formation d'un duplex d'ADN, donc une double hélice d'ADN, entre un brin du chromosome paternel et un brin du chromosome maternel. Et dans le cas d'un homozygote, vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui se produit, puisque ça vient mettre en face une adénine par rapport à la thymine paternelle qui est ici. Donc vous avez la recombinaison qui se produit, vous avez les échanges de brins, vous avez ligation des brins résultants, et à la fin de la méiose, vous avez votre échange génétique qui est réalisé. Là où ça devient intéressant, entre guillemets, c'est quand vous avez affaire à un hétérozygote. Quand il y a affaire à un hétérozygote, ça veut dire que tous les nucléotides de la séquence allélique sont identiques chez le père et chez la mère, sauf un site. J'ai pris l'exemple d'un seul site. Un seul site suffit à vous produire un hétérozygote. Ici, vous avez une adénine sur un brin, avec sa thymine complémentaire, tandis que chez le chromosome maternel, vous avez une guanine avec sa cytosine complémentaire. Quand les deux brins sont mis en regard lors du phénomène de recombinaison, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la guanine maternelle vient face à la thymine paternelle, et le duplex d'ADN, c'est un duplex dans lequel vous avez deux nucléotides qui ne sont pas censés s'apparier. C'est que dans l'ADN, A s'apparie à T, G s'apparie à C, et G n'est pas censé s'apparier à T. Donc on a ce qu'on appelle un hétéroduplex. Alors, vous savez aussi par ailleurs qu'en permanence, on a des mécanismes de réparation, des complexes protéiques qui patrouillent le long des chromosomes pour vérifier l'intégrité d'appariement des nucléotides, des doubles hélices d'ADN. Et quand ils rencontrent des mésappariements, ils font des réparations. Et quand vous avez un G qui est en face d'un T, ça c'est facilement repéré, puisque normalement c'est un appariement qui n'est pas canonique, c'est quelque chose qui n'est pas commun au niveau de l'ADN, et donc les systèmes de réparation fonctionnent. Donc ces systèmes de réparation, ils font ce qu'on appelle une conversion. Une conversion, c'est-à-dire qu'eux, ils ne savent pas quel était le nucléotide correct de départ, donc ils vont s'appuyer sur un des deux nucléotides pour corriger l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle le mécanisme de conversion. Donc c'est la conversion qu'on appelle la conversion génique, parce qu'il y a un nucléotide qui va être corrigé par rapport à un autre. Donc par exemple, quand vous avez un G en face d'un T, les mécanismes de réparation se disent il faut que je garde soit le G et que je lui mette le nucléotide correct en face, soit que je garde le T et que je lui mette le nucléotide correct en face. Sauf qu'a priori, ces systèmes-là, ils sont aveugles par rapport au nucléotide qui était présent avant, donc ils ne savent pas quel est le bon nucléotide. Ce qui fait que quand vous avez un mésappariement entre G et T, une façon de le corriger, c'est de prendre appui sur le T. Le T va servir à convertir le brin qui est en face, et le convertir en quoi? C'est pas de la conversion religieuse, là, c'est de la conversion ADN-ADN, donc en face d'un T, il y a un A. Donc la conversion génique, elle va remplacer le G du brin maternel par une adénine. Comme ça rétablit un appariement correct. Et vous allez me dire, ça c'était complètement transitoire comme structure. C'est une structure, je ne sais pas combien ça dure, un complexe de recombinaison, c'est quelques minutes peut-être. Ça doit être transitoire, comme les mécanismes de réparation sont toujours en train de vérifier la structure de l'ADN, ces mécanismes de conversion vont agir.
Mais ce qu'on a découvert, avec notamment des expériences chez la levure, c'est que cette conversion génique, elle est biaisée. Biaisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas équilibrée, c'est-à-dire qu'elle a une préférence pour une réparation par rapport à l'autre. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'elle est biaisée vers deux nucléotides, qui sont les nucléotides G et C. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'ici, la conversion génique pouvait s'appuyer sur la thymine pour corriger une adénine, la guanine de départ en adénine, mais la réciproque est possible. On peut très bien s'appuyer sur la guanine pour convertir cette fois-ci la thymine. Donc la thymine va être convertie en cytosine de manière à rétablir un appariement GC. OK pour tout le monde ? Vous avez deux nucléotides dont vous savez qu'ils sont mal appariés, donc soit vous prenez l'un pour corriger l'autre, soit l'autre pour corriger l'un. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ces deux mécanismes, vous voyez, je n'ai pas fait une flèche de la même taille, ces deux mécanismes ne sont pas équilibrés. Il y en a un qui est plus fréquent que l'autre, sans qu'on ait l'explication, c'est juste une explication mécanique, le comportement mécanique des enzymes qui sont impliquées là-dedans, qui font que la conversion génique est biaisée, elle a une préférence vers les nucléotides G et C. Donc c'est ce qu'on appelle la conversion génique biaisée vers GC, puisqu'elle va avoir tendance, sur 100 résolutions de mésappariements qu'elle va produire, elle va vous produire un petit excès de réparation en faveur de G et de C plutôt que de A et T. Alors c'est pas énorme, c'est de l'ordre de, peut-être que sur 100 réparations, il y en a 51, 52 ou 53 qui vont être vers GC et 49, 48, 47 vers AT. Mais quand on regarde ça sur des échelles de temps évolutives, ça finit par faire des différences, puisque quand on dit qu'il y a un biais, le biais il est directionnel, il est toujours dans la même direction. Alors, ça nous a donné l'idée de regarder un petit peu, ça c'est quelque chose qu'on a fait au laboratoire, ça nous a donné un petit peu l'idée, maintenant qu'on connaît bien les génomes de mammifères, de regarder un petit peu comment se distribuaient les nucléotides ACGT dans les génomes de mammifères, et ça on l'a regardé dans les régions qui codent des gènes, donc des régions qui sont très bien identifiées entre différentes espèces de mammifères. Et on a essayé de corréler le contenu en GC des gènes, notamment le contenu en GC en troisième position des codons des gènes. Pourquoi ? Parce qu'en troisième position des codons, c'est là qu'on voit le plus de différences de guanine et de cytosine. Je vous ai dit que ces positions étaient à évolution plutôt neutre au cours de l'évolution. Donc c'est là qu'on a le plus de différences. Donc on a regardé sur plein de gènes, 1 millier de gènes, comment variait le contenu en GC dans les codons. Et on a vu que ce contenu, il variait chez les mammifères de 46% à 54%. Ce qui n'est pas négligeable, parce que ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'il y a 1000 gènes qui sont concernés. Donc avoir des différences de jusqu'à 46 à 54, jusqu'à 8% de contenu en guanine et cytosine, ça veut dire qu'il y a quand même des tendances marquées à l'échelle de 1000 gènes chez les mammifères qu'on a regardés. Et ce contenu en GC, on l'a corrélé à plein de traits d'histoire de vie, c'est-à-dire plein de caractéristiques qu'on peut observer chez les mammifères, et dont l'une qui est très proche du temps de génération. Le temps de génération, je l'ai dit, c'est le temps pour passer d'une génération à la suivante, et ce temps est très corrélé à la longévité des animaux. Plus les animaux vivent longtemps, plus le temps de génération est élevé. Vous savez que pour l'homme actuellement, on fait à peu près, si on se reproduit, si on a la première reproduction vers une trentaine d'années, en tout cas dans les sociétés occidentales, ça nous fait à peu près 3 générations par siècle. Donc c'est un temps de génération qui est assez important. Prenez un petit rongeur, une petite souris ou une souris par exemple, ça va plutôt vous faire au moins une reproduction par an. Donc sur un siècle, vous aurez plutôt une centaine de reproductions. D'accord ? Donc longévité, temps de génération sont des traits d'histoire de vie des organismes qui sont corrélés. Et quand vous reportez la longévité maximale en abscisse contre la variation du contenu en GC, donc, a priori, deux choses qui n'ont strictement rien à voir, puisqu'en abscisse, je m'intéresse aux caractéristiques macroscopiques de l'organisme, et en ordonnée, des caractéristiques qui sont l'intimité du génome, donc des choses, des niveaux très différents. Mais on voit pourtant, de manière surprenante, qu'il y a une corrélation. Ici, c'est une corrélation négative qui nous a un peu surpris, et qui pourtant, quand on y réfléchit bien, peut s'expliquer de la manière suivante. Donc vous voyez que chez les espèces les plus longévives, comme l'homme et les primates qui sont proches de l'homme, chimpanzés, gorilles, comme l'éléphant, comme les cétacés, par rapport à des animaux à longévité courte, comme le rat, la souris, des petites chauves-souris ou des petits insectivores comme la musaraigne ici, eh bien vous avez cette relation négative. Alors, comment expliquer ça ? On peut se dire que si on imagine une diminution de longévité, partez d'une espèce qui avait un temps de génération très élevé ou qui vivait longtemps. Et puis, pour le même laps de temps, au cours de l'évolution, cette espèce va avoir un temps de génération de plus en plus court. Donc, pour un laps de temps géologique donné, cette diminution de longévité, elle s'accompagne de quoi ?
C'est ce que je dis depuis le début, c'est que pour un laps de temps fixé, un temps géologique fixé, vous allez avoir plus de divisions cellulaires pour l'espèce qui se reproduit plus souvent. Donc il y a la longévité la plus courte ou le temps de génération le plus court. Donc s'il y a beaucoup de divisions cellulaires pendant le même laps de temps géologique, ça veut dire que quelque part ces individus vont un jour se reproduire, donc ils font aussi un certain nombre de méioses. Donc ils vont avoir plus de méioses chez les individus qui vivent moins longtemps. Donc plus d'occurrence du phénomène de conversion génique biaisé vers GC dont je viens de vous parler. Donc sur la période de temps considérée, ce phénomène va être quelque part plus intense. Ce n'est pas que le phénomène varie dans sa magnitude, mais comme il va être plus fréquent, donc ça va faire une intensité plus élevée sur la période de temps considérée. Et faisant ça, on a vu que ça enrichissait localement l'ADN en G et en C. Vous allez avoir une accumulation de G et de C à l'échelle du génome, donc en particulier au niveau des régions géniques qu'on est capable de reconnaître facilement chez ces différentes espèces. Donc ça, vous voyez qu'il y a un impact direct de phénomènes moléculaires, de forces évolutives moléculaires liées à la recombinaison, parce que la recombinaison, il faut qu'il y ait la recombinaison pour qu'il y ait la conversion génique biaisée vers GC. Il faut qu'il y ait la recombinaison entre des allèles hétérozygotes pour que se passe le phénomène que je vous ai montré. Donc vous voyez qu'il y a cette chose assez surprenante, que vous avez des liens directs entre les forces évolutives majeures comme la recombinaison et la conversion génique qui est associée, et des caractéristiques macroscopiques des individus, comme par exemple les traits d'histoire de vie. Donc le bilan des forces évolutives, si on essaie de mettre tout ça ensemble, par rapport à un graphique que je vous ai montré précédemment, qu'est-ce que ça donne ? On peut reprendre notre échelle de temps, donc de temps biologique par exemple, ou de temps géologique, donc un certain nombre de générations en abscisse ou un certain nombre d'années ou de millions d'années en ordonnée, et puis voir comment fluctuent les fréquences alléliques des populations, maintenant qu'on met toutes ces forces évolutives ensemble. Donc si on prend le cas d'une mutation pour laquelle le coefficient de sélection est nul, donc je vous rappelle que le coefficient de sélection, on l'avait vu au niveau de la fitness, c'est la proportion en plus ou en moins de génotypes qu'il va y avoir à chaque génération. Si ce coefficient de sélection est nul, ça veut dire que la mutation elle est neutre du point de vue de la sélection naturelle parce qu'elle n'avantage ni ne désavantage les génotypes en question. On voit un profil qui ressemble à ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que, par dérive génétique, vous allez avoir fluctuation aléatoire, qu'on voit très bien sur ce graphique ici, de la fréquence de l'allèle jusqu'à sa fixation. Vous pouvez avoir aussi par fluctuation aléatoire, élimination de nouveaux allèles qui apparaissent. Et puis un jour, vous avez de nouveau un nouvel allèle qui se fixe. Alors, première question que je peux vous poser, à votre avis, de quoi va dépendre le temps pour donc, cette mutation qui est neutre, entre son apparition et sa fixation ? La taille des populations. Oui, la taille des populations. D'accord, avec quelle prédiction ? Parce que plus elle sera petite, plus ça va se faire. Oui, alors plus la taille de la population est petite, plus la dérive va être importante, donc plus on peut fixer rapidement les mutations. Donc effectivement, c'est ça. Dans le cas de mutation neutre, il a été montré que la vitesse que j'appelle R pour rate en anglais, la vitesse à laquelle une mutation neutre va se fixer au cours de l'évolution, c'est tout simplement égal à son taux de mutation. C'est normal, si une mutation est neutre, la seule chose qui va jouer, c'est sa probabilité d'apparition dans la population. Et la probabilité d'apparition d'une mutation s'appelle le taux de mutation. Et donc, quand on a ça, on voit que l'intervalle de temps pour le passage de l'apparition de la mutation jusqu'à sa fixation va être proportionnel à NE, qui est la taille efficace. Et les généticiens de population ont montré que il y avait le facteur 4 qui venait là-dedans pour une population qui était diploïde. Mais donc, c'est ce que tu disais, c'est que ce temps va être proportionnel à la taille efficace. Donc, plus la taille efficace est petite, plus ce temps va être court. Donc, plus vous allez fixer, vous voyez souvent des nouvelles mutations neutres dans la population. À l'inverse, si vous avez une grande population, comme les populations bactériennes par exemple, par dérive, vous avez quasiment, je dirais, aucune chance de fixer une mutation parce qu'il faudrait attendre beaucoup trop longtemps. Et il y a plein d'autres mécanismes qui vont venir agir par-dessus ça. Maintenant qu'on a vu qu'il y avait fixation ici, à votre avis, combien de temps, à quoi va être proportionnel le temps d'attente entre la fixation de la première mutation neutre et la fixation de la mutation neutre suivante ? C'est aléatoire, mais ça dépend de quoi, quand même ? On a vu que ça dépend du taux de mutation.
C'est-à-dire, pour avoir une mutation neutre qui vient de se fixer, on attend. Alors, le temps de génération, il est quelque part, il est toujours en abscisse ici. En fait, ça va dépendre du taux de mutation. Parce que la seule force évolutive, je dirais, qui est concernée ici, c'est la mutation. Il faut qu'il y ait des mutations qui apparaissent, et puis après, aléatoirement, elles vont vivre leur vie, et puis ça va dépendre de la taille efficace, mais elles vont finir par se fixer un jour ou l'autre. D'accord ? Donc, si vous avez beaucoup de mutations, eh bien, vous avez statistiquement pas forcément énormément de temps à attendre. Puis si vous avez peu de mutations, vous allez attendre plus longtemps. Donc, ce qui a été montré, c'est que l'intervalle de temps entre deux fixations successives va dépendre du taux de mutation. D'accord ? Donc si vous avez un taux de mutation qui est extrêmement élevé, ça va vous faire un 1 sur mu qui va être quelque part faible, et avec un temps faible, vous comprenez que si le taux de mutation est extrêmement élevé, comme ce qu'on rencontre chez les virus par exemple, eh bien vous n'avez pas forcément beaucoup de temps biologique ou géologique à attendre avant d'avoir deux fixations successives pour une mutation neutre. Ensuite, ça c'était pour les mutations qui sont neutres. Qu'en est-il des mutations qui sont contre-sélectionnées ? Les mutations contre-sélectionnées, elles ont un coefficient sélectif qui est négatif. Donc ça, c'est assez radical. Je pense que la prédiction est très claire. Coefficient de sélection négatif, ça veut dire qu'à chaque génération, vous laissez moins de descendants qu'à la génération précédente. Donc ça, c'est le cas des mutations qui sont ce qu'on appelle délétères. Certaines sont même létales, c'est-à-dire quand elles apparaissent, eh bien ça inactive tellement le fonctionnement du gène ou de la protéine correspondante que c'est létal pour la cellule ou pour l'organisme. Donc ces mutations ont une durée de vie extrêmement courte dans la population. Vous voyez qu'elles augmentent très peu en fréquence, vu qu'elles sont délétères, elles disparaissent très vite. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez déjà, c'est que c'est la majorité des mutations qui ont lieu dans les génomes. La majorité des mutations est délétère. On le comprend très bien, hein, il y a eu des millions d'années pour optimiser le fonctionnement des protéines. On se doute que c'est plus facile de déstabiliser une protéine en changeant au hasard un acide aminé qu'en trouvant le bon acide aminé au bon endroit et de bonne constitution chimique pour améliorer le fonctionnement de la protéine. Ça arrive certes de temps en temps, mais c'est très rare. Donc retenez que la majorité des mutations sont délétères. Et puis de temps en temps, il y a quand même ce que je viens de dire, c'est si je mettais un tryptophane à la place d'une arginine en position 512 de la position SMEC1, elle va marcher beaucoup mieux. Ben ça arrive, vous vous doutez bien, une fois de temps en temps, et quand ça arrive, ça confère un avantage sélectif à l'allèle en question, donc au génotype en question, et ce qui fait qu'il va se répandre extrêmement rapidement. Vous voyez que ça se répand comme une traînée de poudre dans la population. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'à chaque génération, vous allez avoir 5 ou 10% de descendants en plus. Donc il ne faut pas attendre très longtemps pour que ça se répande dans les populations. Donc les mutations qui sont positivement sélectionnées sont rares, mais quand elles apparaissent, elles se fixent extrêmement rapidement dans les populations. Donc, pour conclure, les mutations qui sont sélectionnées, donc toutes les mutations qui ne sont pas neutres, eh bien, vous voyez que leur devenir dans la population, elle va dépendre de l'intensité de la sélection, selon que c'est positif, négatif ou que ce coefficient est plus ou moins fort. Mais ça va bien sûr dépendre de tout ce que j'ai dit avant, ça va dépendre aussi du taux de mutation, parce que ces mutations, qu'elles soient contre-sélectionnées ou sélectivement sélectionnées, il faut qu'elles apparaissent. Donc ça va toujours dépendre du taux de mutation. Et puis, par-dessus ça, s'ajoute ce qu'on a dit pour l'évolution des populations, c'est que dans tous les cas, ça dépend aussi de la taille efficace, hein, ça dépend du nombre de reproducteurs. Donc la taille efficace va, elle aussi, agir là-dessus. Donc, il y a, avant les découvertes de Kimura, on était dans ce qu'on appelait l'ère du sélectionnisme. Donc, l'ère du sélectionnisme, c'était une ère dans laquelle on pensait que, ici j'essaie de vous récapituler les modalités évolutives qui font bouger les séquences d'ADN ou qui font évoluer les séquences d'ADN proportionnellement aux différents types de mutations. On pensait à l'ère du sélectionnisme, donc avant Kimura, que si je représente une séquence d'ADN ici, on savait que la majorité des mutations étaient délétères, hein, ce que je vous ai dit précédemment, et puis que la seule manière d'avoir une mutation qui puisse augmenter en fréquence dans une population, c'était en la sélectionnant positivement. Hein, c'est ce qu'on pensait à l'ère du sélectionnisme, et on pensait qu'il y avait une proportion non négligeable dans les séquences de mutations qui était avantageuse. Et puis est arrivé Kimura, qui a eu l'immense mérite de convaincre la communauté scientifique, et en particulier les biologistes, qu'une mutation pouvait quand même augmenter en fréquence dans une population, même si elle ne servait à rien.
Et quitte à me répéter, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ça, c'était vraiment une idée révolutionnaire qui a eu du mal à s'imposer. Donc quand Kimura est arrivé avec sa théorie neutraliste, eh bien, il a montré que en fait, il y avait très peu de mutations qui étaient réellement avantageuses, et que dans toutes les mutations qui avaient des fluctuations aléatoires dans les populations naturelles, la majorité était délétère, certes, mais il y en avait toute une proportion qui pouvait très bien se fixer, tout simplement parce qu'elles étaient neutres. Donc l'évolution moléculaire des séquences était affectée par une importante quantité neutre. Et puis à l'heure actuelle, quand on essaie de synthétiser tout ça, les gens parlent de théorie qui est quasiment neutre, en rajoutant une petite subtilité qui est le fait que, bien, toujours dans les séquences d'ADN, il y a très peu de mutations qui sont réellement avantageuses. Il y a un bon tiers de mutations qui est clairement délétère. Et puis ce qui reste, ce que Kimura appelait les mutations neutres, en fait on s'est rendu compte que neutre c'est beau sur le papier, mais c'est rare d'avoir des mutations qui sont parfaitement neutres. Alors, je peux donner un exemple concret de ça, c'est les fameux codons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y a des acides aminés qui utilisent par exemple 4 codons différents pour être codés, pour être spécifiés. Donc les biologistes moléculaires pensaient que dans les séquences d'ADN, comme ces 4 codons codent pour le même acide aminé, quand on compare plein de gènes, on devrait trouver les codons à la même fréquence. On s'attend logiquement à trouver chacun des codons à la même fréquence. Et les expériences qui ont été faites chez Escherichia coli, c'est chez les bactéries que ces expériences avaient été faites en premier, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Quand vous aviez 4 codons, il y en a un qui était très largement préféré par rapport aux 3 autres. C'est ce qu'on appelle un biais d'usage des codons. C'est-à-dire qu'il y a un codon qui est plus utilisé que les autres. Chez les bactéries, là par exemple, il était montré que c'est aussi le codon qui est lu par les ARN de transfert les plus abondants dans la cellule. Donc il y a une sorte de coévolution anticodon-codon, le codon des ARN messagers et l'anticodon des ARN de transfert, qui fait que, au cours de l'évolution, un codon va être dominant, qui est aussi le codon qui est lu le plus facilement par les ARN de transfert dans la cellule. Donc autrement dit, quand je vous dis qu'en 3e position de ce codon-là, chacun des 4 nucléotides peut être interchangé de manière neutre, puisque les 4 codons qui en résultent spécifient le même acide aminé, ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas parfaitement neutre, puisqu'il y a un mécanisme supplémentaire qui est le mécanisme de lecture de l'anticodon de l'ARN messager qui va intervenir. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas si courant de trouver des mutations qui soient parfaitement neutres. Il y a beaucoup de mutations qui sont ce qu'on appelle quasiment neutres. Alors quasiment neutre, on a l'impression de jouer un petit peu sur les mots, ça veut juste dire que ce sont des mutations qui ne sont pas parfaitement neutres. Elles peuvent de temps en temps être impactées par la sélection naturelle, mais cet effet-là est très faible. Donc en général, les gens, si elles étaient neutres, leur coefficient sélectif serait nul, c'est-à-dire pas d'avantage, pas de désavantage en termes de fitness. Quasi nul, ça veut dire qu'elles sont suffisamment inférieures à un paramètre, vous voyez, qui s'exprime en fonction de l'inverse de la taille efficace. Comme la taille efficace n'est pas forcément constante, et qu'on a vu que ça avait un impact en génétique des populations, eh bien, ce coefficient de sélection qui dépend un petit peu de l'inverse de la taille efficace, quand il est suffisamment faible, sans être complètement nul, c'est ce que les gens appellent les mutations quasi neutres. Bon, c'est une petite subtilité qui vous montre la chose importante à retenir, c'est que l'évolution moléculaire des séquences d'ADN, et puis j'arrêterai là pour cette partie, c'est beaucoup de substitutions, enfin de mutations neutres ou quasiment neutres, beaucoup de mutations délétères, et puis très rarement des innovations évolutives qui sont positivement sélectionnées.